Il est 11 heures sur la télévision BF1. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver. C'est l'heure de votre émission Presse Écho, l'émission qui décrypte les actualités qui ont marqué la semaine. Aujourd'hui, 3 sujets sont au sommaire. Fin de l'opération de recrutement de volontaires pour la défense de la patrie. Les autorités espéraient 50 000 VDP, mais à l'arrivée, plus de 90 000 Burkinabés se sont fait enrôlés pour défendre leur patrie attaquée depuis 2015. Que faut-il comprendre par cette mobilisation de dernière minute? Quelle sera la suite? On en parle tout à l'heure. Et pendant que les Burkinabés s'inscrivent de façon massive pour défendre leur patrie, à l'étranger, dans la sous-région, une organisation se met en place pour venir en aide au Burkina Faso et ses pays voisins, frappés de plein fouet par le terrorisme. L'initiative d'Accra s'est mise en branle cette semaine. Elle se donne un mois pour rendre opérationnelle sa force conjointe, composée de 10 000 soldats. Un sommet extraordinaire auquel le Premier ministre burkinabé a pris part au Ghana en a décidé. Dans la foulée, des informations ont annoncé que 2000 soldats de cette force seront basés au Burkina Faso. L'indignation est montée d'un cran au sein de l'opinion. Ce ne sont que des rumeurs, de fausses informations, dira le gouvernement. La tension a certes baissé, mais de nombreuses questions restent sans réponse sur cette initiative d'Accra. Dans cette émission, on va se les poser et tenter d'apporter des clés de lecture. Et puis, pour terminer, nous irons du côté du Mali où une nouvelle étape a été franchie dans le gros coup de froid entre le pays d'Assimi Goïta et la France. Toutes les ONG et associations financées par l'Hexagone sont interdites au Mali. Quelles sont les implications d'une telle décision? Que reste-t-il encore de la relation franco-malienne? Toutes les analyses donc sur ce plateau. Mesdames et messieurs, voici pour vous le plat de résistance de ce nouveau rendez-vous de Presse Écho. Avec moi en plateau, Juvenal Somé. Il est journaliste et directeur de Africa Initiative Book and Culture. Somé, bonjour et bienvenue. Bonjour Azak. En face, nous avons Moussa Savadogo, journaliste également, consultant et enseignant dans les écoles de journalisme. Soyez les bienvenus. À l'extrême droite, à Blaise Kientega, il est journaliste, directeur de Yam Info. Puis le 4e invité, Lebouré Crépin Zanzé, spécialiste en communication et expert en sécurité. Monsieur, merci à tous pour votre disponibilité. Un départ timide, une arrivée avec beaucoup d'affluence. L'opération de recrutement de supplétifs civils pour renforcer les rangs de l'armée a pris fin. Plus de 90 000 Burkinabés sur 50 000 attendus se sont inscrits pour être volontaires pour la défense de la patrie. Alors, le message est visiblement clair. Les Burkinabés ont compris que la défense et la sécurité de leur pays incombent à tous. Juvenal Somé. Oui, je pense que on peut analyser la chose de deux manières. D'abord, d'un point de vue mathématique, si on parle du principe que 50 000 personnes étaient en tout cas recherchées et qu'à l'arrivée, on a 90 000. Mathématiquement, c'est un succès. Il n'y a pas d'autre mot, puisque quand on fait un peu les pourcentages, on n'est pas loin de 100% de taux, en tout cas de mobilisation. Donc, sur ce plan, on va dire que la partition a été bien jouée par le gouvernement. Maintenant, quand on rentre dans le fond du sujet, il faut savoir que l'opération elle-même a connu dès le départ elle a été un peu timide dès le départ. Voilà, pour plusieurs prolongements de 2 semaines. Voilà, donc il faut, de mon point de vue, prendre ce succès c'est un succès à relativiser. D'abord parce que 90 000 personnes, bon, maintenant reste à savoir comment est-ce que cela va se faire sur le terrain. Ensuite, est-ce que les leçons, les enseignements des mobilisations précédentes ont été tirés? Ça, c'est une autre paire de manches. Et là, je pense qu'il faut aller, de mon point de vue, de façon, je dirais, prudente aussi avec cette mobilisation, parce que j'ai constaté également qu'il y a un peu trop de bruit autour, finalement, de cette mobilisation également, qui concerne une question aussi sensible. Et là, peut-être qu'avec le recul, les autorités vont peut-être maintenant prendre le temps, de mon point de vue, de bien analyser la situation et de prendre en compte un certain nombre d'observations, notamment sur le statut, finalement, de toutes ces personnes mobilisées, qui sont, qu'on appelle des supplétifs. Donc, il faut bien comprendre qu'est-ce que cela renferme finalement dans le contenu
et comment cela va s'opérationnaliser sur le terrain. Et ces supplétifs seront mis évidemment dans une approche finalement de soutien, en tout cas aux forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'on met tout ça finalement dans un ensemble, dans un grand ensemble, et comment finalement les différentes interactions vont se faire? Je pense que ça, ce n'est pas encore, on attend de voir qu'est-ce que cela va donner. On attend de voir. Blaise Keita, assez de doute au départ, mais à l'arrivée, les autorités, on va dire, on se frotte les mains. Pas se frotter les mains, parce que rappelez-vous que j'avais dit ici que quand les gens remettaient en cause le fait qu'au départ la mobilisation était timide, moi j'étais de ceux qui avaient espoir, parce que comme vous le savez, souvent on ne remonte pas dans le temps pour analyser les événements, alors que sans recul, il est difficile pour nous de comprendre qu'est-ce qui justifie le comportement des gens au présent. Alors, cette question de VDP qui a été lancée en 2019, et la loi c'était en janvier 2020, mais l'initiative est venue d'abord si vous vous rappelez de cette attaque-là qu'il y a eu du côté de Bungu par la suite, donc un certain nombre d'événements où on a perdu 35 à 38 personnes. Donc la nécessité de mobiliser le peuple est venue de là. Et il y a eu une loi justement qui a été votée qui encadre justement le recrutement des VDP. Maintenant, dans un premier temps, la question de ces VDP a causé plusieurs problèmes sur le terrain. On se rappelle ce qui s'est passé dans le Lorum avec Lagui Yoro, où la plus grande question que beaucoup de VDP se posaient sur les questions, c'était la question de la sincérité dans la lutte. C'était la question de est-ce que à l'intérieur du dispositif que nous avons mis en place, il n'y a pas un certain nombre de manières de faire qui limitent, ou du moins qui donnent de la force à l'ennemi. Donc, ce qui a fait que ça refroidit beaucoup de Burkinabés. Beaucoup de VDP qui étaient engagés sur le terrain ont refroidi jusqu'après la mort de Lagui Yoro, qui était une icône de cette résistance populaire face aux groupes armés. Donc, ça refroidit beaucoup de Burkinabés et ça revenait dans l'opinion. On se rappelle, il est décédé juste après les 14 VDP qui devaient justement escorter donc, les forces de défense et de sécurité. Donc, justement, toute cette ambiance-là a créé un climat délétère au sein de l'opinion, mais également au sein même des VDP qui étaient déjà engagés sur le terrain. Donc, 90 000 personnes aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas, parce que je sais que les Burkinabés ont toujours cette fibre patriotique-là, mais les Burkinabés ont manqué longtemps de leaders véridiques et de leaders éclairés, et de leaders qui a le sens du sacrifice et le courage d'engager. Et je sais que c'est un peuple de combat. Maintenant, comment ça va Ce leader est désormais là? Oui, parce que les premiers mots des différences, que ce soit du capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, que ce soit le Premier ministre Apollinaire Kielem de Tambela, vous sentez la volonté d'en découdre. Vous sentez le fait que la prise de la situation, la prise de la mesure donc est de mise, et donc on sent de la volonté. À partir du moment où on sent que les autorités ont de la volonté, à partir du moment où on sait qu'il y a un dispositif qui est en train de se mettre, et ce dispositif-là sera désormais encadré dans une certaine vérité, ça donne l'envie aux gens de s'engager. Donc je pense que il faut se rappeler aussi que l'annonce donc du chef de l'État disant qu'il allait renoncer à son salaire a suscité un autre engouement, parce qu'on se rappelle que juste après cette annonce-là, beaucoup de Burkinabés, avec le prolongement, beaucoup de Burkinabés ont compris que c'est, pour l'instant, c'est un président qui a la volonté de faire, c'est un président qui veut se sacrifier, comme lui-même l'a dit le jour de sa prestation de serment, et jusqu'à donner le sacrifice suprême pour son pays. Donc, ça doit susciter de l'engouement, et c'est ce qui, de mon point de vue, justifie cet engouement des Burkinabés pour s'enrôler comme VDP. Et donc, ça inaugure, de mon point de vue, des espoirs, parce que même si on relance encore une autre vague d'enrôlement, vous allez voir que les Burkinabés vont encore une fois de plus s'engager. Merci Blaise Keita. Alors, Zanzé, dans ce recrutement, il y a eu beaucoup de suspicions. On a estimé que certains se sont inscrits par fantaisie. Alors, l'enjeu désormais, c'est de savoir comment séparer le bon gré de l'ivraie. Très bien, merci encore à vous, Razak. Et désolé pour toutes les fois que je n'ai pas pu répondre présent aux invitations sur BF1. Je voudrais simplement dire qu'à priori, c'est une très bonne initiative de recruter des VDP, parce que ça va permettre de densifier les effectifs au sein de notre armée, mais ça va également permettre que l'on puisse avoir un maillage territorial.
Mais dans les faits, comme vous-même vous l'avez dit, vous parlez de recrutement fantaisiste, parce que les hommes politiques se sont accaparés de la chose, comme ce que nous avons observé avec le cas des corps Loyego, où il y avait eu un tapage médiatique tout autour. Et cela a fait que les corps Loyego, plus tard, n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on voulait, et même ont été plus ou moins nuisibles, parce que nous avons observé Yirgou. Et il y avait tout cela qui était regrettable. Mais ce que je voulais également dire, c'est que en plus de vouloir permettre la densification de notre armée, ce recrutement des VDP sonne pour moi comme une faiblesse à partir du moment où nous avons une armée loyale, nous avons une armée légale, nous avons une armée opérationnelle avec plusieurs compartimentations ou plusieurs représentativités. Et il faut juste se dire qu'on a besoin aujourd'hui dans notre armée, certes, de densifier les effectifs parce qu'on observe un peu partout au niveau de la gendarmerie où les recrutements massifs sont faits, mais il a besoin plus d'une réorganisation de notre armée. Et cette réorganisation part fondamentalement du contingentement. Le contingentement qui va consister à mettre ensemble les différentes unités pour pouvoir agir de manière très efficace. Et c'est ce que les civils ou ce que les hommes politiques vont parler de synergie d'action. Mais il y a également la relocalisation ou la délocalisation de certaines unités pour permettre un maillage territorial véritable. Mais ce travail est en cours, Zanzé. Justement, et c'est ce travail qui est en cours qu'il faut parler donc de contingentement. Même si nous recrutons aujourd'hui tous les Burkinabés et que nous mettons en leurs mains des mitraillettes Kalachnikov, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir venir à bout. Mieux, nous allons nous créer plus d'ennuis que de solutions parce que l'après-terrorisme doit déjà commencer à être réfléchi à partir de cet instant. Et quand je parle de ces VDP recrutés en masse, il y a même problème parce que déjà au sein de l'administration, si vous êtes incapable de comprendre que vous avez besoin de 50 000 hommes et que vous recrutez jusqu'à 90 000 hommes, alors il va falloir faire un tri désormais. Pourtant, pour une bonne entreprise, pour un État très sérieux, il doit avoir ce que j'ai appelé le contingentement. Ça veut dire une organisation au sein de toutes ces communes ou au niveau de toutes ces provinces, de toutes ces régions, de sorte à ce qu'on sache que le car bouge à 13h pour Bobo du Lasso. Donc, comme il y a plusieurs gares escales à Pissi, à Ora Inter, etc., il ne faudrait pas prendre à la gare de départ, ensuite à l'escale, et qu'il y a des gens qui ont déjà payé leur ticket pour bouger à 16h, qui ne puissent pas embarquer. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'on a donc recruté à la va-t'asseoir sans communiquer avec les autres. Et c'est de ça que moi je parle de l'organisation. C'est ça que je parle du contingentement. Mais là, le processus n'est pas encore abouti. Tout naturellement. Je veux dire simplement, on est parti pour 50 000 VDP désirés et on est à 90 000. Ça veut dire qu'on a 40 000 de plus. Les 40 000 autres de plus, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut dire qu'eux, là, ils ont été recrutés en première position ou là? Il peut y avoir des frustrations. Mais je ne me limite pas qu'à là. Je vais simplement aller au-delà. Quand je parle de cette récupération des hommes politiques qui partent s'enrôler et qui font un tapage là-dessus, ça veut dire que l'administration, eux, les hommes politiques qui sont enrôlés, ont foulé aux pieds les règles du jeu légal. Parce qu'il y a des textes clairs qui disent que pour pouvoir se faire recruter, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Et ces personnes, au-delà de leur âge, mais au-delà de leur appartenance politique, n'ont pas bien voulu observer toutes ces choses-là. Et également, les autres font leur recrutement dans la clandestinité, je vais dire simplement sans tapage médiatique, mais eux, ils le font avec un tapage médiatique. Ce qui n'augure pas de bonnes solutions, parce que j'ai parlé du cas de Corleone. Mais est-ce que ce n'est pas ces tapages aussi qui ont permis de gonfler les rangs dans ce recrutement? Mais ici, il faut Parce qu'on a vu les 2 premières semaines, il n'y a pas eu ce tapage de la part justement des hommes politiques. Mais quand il y a eu le prolongement, les hommes politiques se sont invités et tout de suite, on a vu tout l'engouement autour de l'opération. Et c'est justement l'enjeu majeur, parce que ce sont les hommes politiques qui doivent donner le ton. Ça veut dire que le sens du patriotisme est encore délaissé. Et ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin réellement que le recrutement se fasse dans la basse classe. On a besoin des gens éclairés, des gens qui ont une certaine vision, qui ont une certaine compréhension, qui ont la pleine mesure de la situation. Et aujourd'hui, vous voyez qu'on a des enseignants qui sont même abattus dans leur classe. Mais on a des infirmiers également. C'est la population qui est frappée de plein fouet tout par cette crise. naturellement. Et justement, voilà pourquoi j'ai dit cette basse population-là, quand elle part s'enrôler, que ce ne soit pas sur la simple base de vouloir répondre
à leur pitance quotidienne, à leur pitance alimentaire. Il faudrait que ce soit ceux-là aussi, vous et moi, mais également l'enseignant qui est dans sa circonscription d'éducation de base, mais également l'infirmier qui est dans son centre hospitalier, puisse réaliser qu'en réalité, la situation telle qu'elle est, si elle continue, nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais ce ne sont pas que les paysans, les sans-emploi, qui sont là et qui écoutent le plus souvent la voix des hommes politiques. Il y avait du tout dans les rangs. Enseignants burkinabés venus de la diaspora, chômeurs, étudiants, il y avait du tout. C'était un public un peu cosmopolite, on va dire. Et je sais, vous pourrez me dire que c'était un public cosmopolite, mais comme vous-même vous l'avez dit très sincèrement, qu'il y a eu à un moment donné des recrutements fantaisistes, ça veut dire que les hommes politiques qui ont effectivement fait la chose pour que les gens donnent, c'est comme si on était en train de battre campagne électorale. Et ça, on ne peut pas battre campagne électorale au niveau de l'enrôlement pour pouvoir nous en sortir. Et cela, il faut le remarquer. Et les enjeux après terrorisme, c'est effectivement ce désarmement, c'est effectivement cette façon de faire, parce que le Premier ministre vous a dit clairement que désormais, pour être recruté dans les rangs, il va falloir peut-être passer par les VDP. Et on verra bien comment est-ce que vous avez donné de votre bien-être, de votre professionnalisme pour pouvoir aller. Et cela, ça peut encore nous ramener à ce que nous avons observé tout près en Côte d'Ivoire. Ça veut dire les difficultés que le président Alassane Dramane Ouattara a aujourd'hui avec ce qu'on a appelé les milices qui ont destitué le président Laurent Gbagbo. Dans la démobilisation notamment. Alors, Moussa Savadogo. Moi, je dirais que quand je regarde les chiffres, d'abord, il y a une note de satisfaction d'un côté, et de l'autre côté, je me pose un certain nombre de questions. La première des choses, je pense que j'ai été de ceux qui, ici, sur le plateau, avaient déploré le manque d'engouement au début de l'enrôlement, mais je pense qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé un élément vraiment fondamental qui désormais est rentré dans l'histoire du Burkina Faso. Je pense que c'est le discours que le capitaine Traoré a tenu quand il a rencontré les hommes politiques et la société civile. On se souvient très bien qu'après ce discours-là, au niveau de la perception de la population, il a été vu comme quelqu'un qui est vraiment très sincère, qui veut aller de l'avant, et qui a montré, qui a touché du doigt les maux dont souffre notre pays-là. Je pense qu'à partir de ce moment, il s'est passé quelque chose. Il a eu un déclic. Voilà. Et ce déclic a fait que beaucoup de jeunes ou des gens qui hésitaient, parce qu'effectivement, la classe politique était considérée comme corrompue, on se posait des questions, que veut réellement Traoré. Et je pense qu'à partir de ce discours-là, il a réussi à gagner vraiment le cœur des Burkinabés. Et je pense que c'est naturellement qu'il a eu une adhésion à son mot d'ordre d'enrôlement. Et à côté de ça, il s'est passé des éléments, des symboles. Contrairement à mon voisin, moi je dirais qu'on a réussi quelque chose parce qu'il y a des gens du troisième âge, des chefs traditionnels qui se sont enrôlés. Je fais la différence entre enrôlement et recrutement. Pour le moment, ils se sont enrôlés. On attend de voir, parce qu'il y aura un tri qui sera fait naturellement. Donc, quand ces chefs traditionnels, ces gens du troisième âge, on a vu des mamans de VDP tomber au front, qui sont partis s'enrôler, qui ont dit, même si c'est pour aller faire la cuisine pour les jeunes, on y va, on apporte notre contribution. Et je pense qu'à partir de ce moment, ça a été comme un déclic pour dire aux jeunes, écoutez, cette question-là, le président nous prouve qu'on peut lui faire confiance, ça dépasse les classes, c'est pas une question de conflit de génération et tout le monde s'est enrôlé. Maintenant, évidemment, il aura un tri pour voir qui peut faire le travail, qui peut pas faire le travail. Mais moi, je trouve que c'est un engouement et le fait de voir les hommes du troisième âge, je pense que ça a été très encourageant. Maintenant, à ce niveau, je conclurai sur ce point pour dire que les Burkinabés ont vraiment fait preuve de patriotisme. Et moi, la leçon que je tire, c'est quand on a un leader dont on a une très bonne perception, qui donne envie qu'on lui fasse confiance, je pense qu'on peut mobiliser les foules. Et je pense que, malgré mes critiques à l'envers du capitaine Traoré, je pense que sur ce coup-là, chapeau, il a vraiment réussi à répondre aux besoins des Burkinabés. Attendons de voir comment il va gérer tout ce acquis-là maintenant. Maintenant, j'ai parlé de mes inquiétudes. C'est vrai que personnellement, j'ai discuté avec des responsables en sécurité par rapport à ça. Et là, c'est là où peut-être qu'il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas le nombre des combattants. Même si le nombre de combattants est quelque chose de très important, ce n'est pas ça. C'est d'abord l'armement, c'est l'efficacité de l'armement, c'est les stratégies qu'on met sur place. On a vu qu'il y a un redéploiement avec le chef d'état-major général des armées. Il y a toute une nouvelle réorganisation qui est en train d'être faite, combinée
au fait que la population commence à faire vraiment confiance à nos autorités, je pense que c'est très bien. Mais il reste le problème de l'armement. Et je pense que là, il faudrait qu'on fasse un gros effort là-dessus. L'autre élément, c'est un peu comment on va gérer tout ça avec nos partenaires extérieurs. Parce que, rappelez-vous, juste avant que Damiba ne parte, il avait eu des négociations avec les Français et d'une manière générale avec l'Europe pour essayer de voir comment participer plus. Et le problème qui se posait, c'est tous ceux qui sont considérés comme supplétifs de l'armée, qui ne font pas partie de l'armée régulière. Et surtout, on a connu le cas avec les Corlohéros, où certains pays occidentaux disaient qu'on ne peut pas vous donner des armes si on n'a pas la preuve que les Corlohéros, qui sont des supplétifs de l'armée, ne vont pas les utiliser. Parce qu'il y a un problème à ce niveau-là qu'il faut essayer de gérer. Et surtout, si nous devons compter sur nos partenaires extérieurs pour avoir des armes et consorts, ça c'est un élément. Parce que les VDP ne sont pas des soldats. Donc, dans beaucoup de pays européens, ils sont considérés comme des supplétifs. Donc, à partir de ce moment-là, on ne sait pas. Est-ce que la différence entre supplétif et milice, bon, ça, c'est des mots de vocabulaire. Seriez-vous en train de dire que les ressources de l'État aujourd'hui ne permettent pas une prise en charge totale de cette opération? Oh, je ne sais pas, parce que je ne connais pas, je connais pas les ressources de l'État, mais je veux dire que quand on fait un certain choix stratégique, parce qu'on pense que c'est dans notre intérêt, il faut qu'on se donne les moyens sans forcément compter sur l'extérieur. Parce que l'extérieur viendra toujours avec des conditionnalités. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre là-dessus. Parce que je ne vais donner mon soutien à un autre pays que si j'ai la garantie que ce pays-là partage les mêmes valeurs que moi. Et c'est là où souvent il y a problème. Maintenant, nous, on peut choisir notre stratégie parce que nous pensons que c'est la meilleure pour nous, mais il faudrait qu'on mette la main à la poche. Maintenant, un autre problème, effectivement, comme il a dit, c'est après, qu'est-ce qu'on fait? Le Premier ministre a dit que les prochains soldats militaires seront recrutés dans les rangs de ça, mais on va forcément passer par une période de démobilisation et réinsertion. Bon, il faut commencer à y penser dès maintenant. Il y a eu le cas de la Côte d'Ivoire, il y a des problèmes, mais il y a aussi le cas du Rwanda où ça a été un très grand succès. Donc il y a des success stories qu'on peut trouver un peu partout. Mais il ne faudrait pas qu'on se laisse surprendre par la chose. Mais je pense que pour le moment, c'est quelque chose qu'on doit garder dans un coin de l'esprit. Mais je pense que pour le moment, on n'est pas à la démobilisation. On est d'abord à la mobilisation. Et voyons comment réussir ça. Et je pense qu'après, on pourra gérer les choses. Comme disait quelqu'un, à chaque jour suffit sa peine. Sa peine. Zanzé voulait réagir. Je pense que vous avez parlé longuement de la sincérité du discours du chef de l'État qui a fait que certainement il y a eu cette grande mobilisation. C'est que naturellement je peux approuver parce qu'en étant communicateur, tout ce qu'on dit impacte très sincèrement. Mais du coup, devant les hommes politiques, quand il y a un discours qu'on juge un discours sincère, la sincérité d'un homme d'État ne suffit pas seulement pour amener la paix dans un État. Il faut le noter pour de bon. Et vous dire que lorsqu'on tient un discours sincère en direction des hommes politiques dans un État et qu'on se ravise plus tard qu'en réalité on a écarté ces hommes politiques dans la constitution ou dans la formation de l'appareil gouvernemental, on se leurre. Je vous dis que tous ces hommes politiques, d'une manière ou d'une autre, ont au sein de leur thorax uniquement que de la bile. S'il y a un grain de cœur, je pourrais comprendre qu'on peut les amener réellement à adhérer. Et donc, toutes les stratégies sont bonnes pour les hommes politiques à partir d'un moment donné pour vous déstabiliser, pour vous faire tomber. Et c'est pourquoi vous allez voir que des hommes politiques peuvent manifestement aller se faire enrôler à partir du moment. Et la sincérité dont vous parlez, le chef de l'État a été précis sur certains aspects. Il a dit, par exemple, que les Burkinabés sont méchants ou le Burkinabé est méchant. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens qui empiètent sur le bien vivre ensemble. Et il a dit plus tard qu'on a délaissé ces personnes-là. Donc c'est le fait de les délaisser. Aujourd'hui, moi j'ai vu une émission, M. Razak, de votre télévision, qui est allée à la rencontre de policiers et de militaires radiés, qui gagnent très bien leur vie, mais qui depuis fort longtemps travaillent avec acharnement pour être ramenés dans les rangs. Parce qu'à un moment donné de la vie de cette nation, ces gens-là ont subi une injustice criarde qui aujourd'hui les est blackboulés. Et aujourd'hui, près de 800 personnes, ils sont prêts à aller au front encore. Même si ce n'est pas tout l'effectif, il y a des gens parmi eux qui sont prêts à aller et des gens qui sont physiquement au top et techniquement très opérationnels au regard de leur formation de base. Mais qu'est-ce que cette sincérité-là fait, par exemple, qu'on traîne le pas? Qu'est-ce que cette sincérité fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas aller très vite, comme il a dit, sur certains aspects, parce que ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est également le chef
de l'État, mais c'est aussi le Premier ministre lui-même qui dit qu'on doit aller très vite. Moi, c'est réellement sur ces petits aspects que j'ai dit, et il est important, par exemple, qu'on prenne ces différents aspects en compte pour permettre que la frustration ou les énervements ou les découragements ou les scissions au sein même de l'armée ne continuent pas. Et donc je termine pour revenir encore sur ce que j'ai dit, le contingentement. Il faut une réorganisation de nos armées pour éviter qu'on ne se retrouve pas après avec une situation de catastrophe totale qu'on ne pourra pas gérer. Mais la question du contingentement, moi je pense que ce n'est pas un débat sur lequel on doit trop se tirer, parce que l'état-major est en train de travailler là-dessus. Il y a des mesures qui ont été prises, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Je pense que peut-être qu'il faut, ce qu'on pourrait faire, c'est d'attendre d'avoir les résultats de la proposition finale de l'état-major et peut-être maintenant essayer d'apporter un certain nombre de critiques, parce que le travail est en train de faire. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut dire exactement qu'est-ce qui est prévu, parce que quand même on est dans le domaine de l'armée, il y a des choses qui sont tenues secrètes. Et il faut dire aussi que tout ça, ça ne se fait pas aussi facilement. C'est vrai que le chef d'État a dit qu'il faut aller vite, mais attention, n'oublions pas d'où on vient. Aller vite, ça ne veut pas dire qu'il faut aller avec une certaine précipitation et puis brûler des étapes. Et je pense que il faut aller vite, certes, mais il faut aller bien. Prendre le temps qu'il faut. Voilà, il faut aller bien, parce que ici, on n'est pas dans une course de vitesse, hein, de mon point de vue. On est à la fois dans une course de vitesse et dans une course de fond. Donc il ne faudrait pas que la vitesse soit le premier critère et à la fin, on va vite, mais on se rend compte que finalement, on a sauté des étapes. Merci. Qui a demandé la parole? Alors, je pense que pour ce qui est du discours de sincérité du chef de l'État, je pense que, vous savez, nous avons fonctionné depuis 30 ans dans le mensonge et dans la culture de toutes les valeurs saines qui puissent nous permettre de construire un État de droit moderne et dans une certaine égalité de chances des différentes couches sociales. Et c'est ça aujourd'hui qui nous retombe là-dessus. Quand, pendant 30 ans, on a assisté à une malgouvernance au plan même des collectivités territoriales à Razak. Avant, devenir maire, c'était quoi? C'était quand on devenait maire, en si peu de temps, on se tapait des parcelles, on changeait des véhicules. On a navigué dans la corruption béante pendant des années. Et je vous dis qu'il y a des projets et programmes. Moi, j'ai travaillé dans des ONG. Il y a des projets et programmes qui étaient destinés au monde rural, qui sont restés à Ouaga pour construire des villas et puis s'occuper des petites. Et c'est de ça qu'il s'agit. À un certain moment, il faut que nous nous regardons en face. Je vous jure que si vous faites une émission sur les frustrations qu'il y a dans l'administration, vous allez récolter par jour des centaines de plaintes. Des gens qui sont meurtris dans leur chair parce qu'on leur fait de l'injustice. Et ce que j'ai appelé la patrimonialisation des institutions. Il y a des gens qui ont, parce qu'ils ont la suprêpuissance de l'État, ils l'ont utilisé pour cuisiner des gens dans ce pays. Et quand ils parlent par exemple des policiers et militaires radiés, moi j'ai discuté avec beaucoup de policiers et militaires radiés. D'autres même ont été radiés pendant qu'ils étaient même dans des missions en dehors même de la zone même de là où les mutineries se sont passées. Mais ça c'est tributaire de quoi? C'est tributaire d'un virus de la fausseté, du mensonge et de tout ce qu'on sait. Donc on a navigué dans ça pendant des années. Et aujourd'hui nous sommes en train de traverser ce qu'on appelle une chirurgie. Et cette chirurgie, elle va faire mal. Mais il faut que nous l'acceptions. La sincérité est aussi importante pour un dirigeant vis-à-vis de ses peuples. Je vous dis que si le président Roch Kaboré, à la veille de l'attaque d'Inata, avait réuni tous les enfants, tous les jeunes soldats qui étaient dans les différents détachements, et avait réuni l'ensemble donc de la hiérarchie militaire et avait tenu un discours de vérité pour dire qu'on ne peut pas comprendre que cela se passe dans le pays. Et le lendemain, il faisait un discours de vérité pour dire aujourd'hui, nous avons engagé un certain nombre d'initiatives allant dans le sens de mettre les FDS dans les conditions, mais voilà, je ne comprends pas pour l'heure qu'est-ce qui se passe, voilà, il y a ça, et engager tout le monde. Le discours de vérité permet aux masses populaires de s'organiser pour justement consolider notre vivre ensemble. Et donc, même pour le vivre ensemble, il faut que nous acceptions souvent d'appeler un chat. Ce qui est mauvais, ce qui n'est pas mauvais n'est pas mauvais. Donc, je pense que ce discours de sincérité était aussi bien important pour la classe politique. Maintenant, nous sommes dans une situation où, comme je l'ai dit, il y a un défi sécuritaire. Au même moment où on demande la mobilisation donc, de la classe politique, on peut bel et bien demander la mobilisation de la classe politique qui pense qu'elle est écartée du processus. Moi, je suis de ceux qui estiment que la classe politique n'est pas écartée du processus. Mais maintenant, quoi qu'on dise, nous avons des velléités politiques. Quand on chantait la réconciliation depuis des années, M. Zanzé peut témoigner, quand il y a eu la guerre en Ukraine, Zelensky n'a pas organisé. Vous pensez qu'il n'y a pas de contradictions internes en Ukraine? Il y a des contradictions internes, il y a des problèmes. Mais est-ce qu'on a fait une réconciliation entre les Ukrainiens avant de riposter face aux attaques russes?
Notre patrie est en danger et je pense qu'à cet effet-là, tout Burkinabé patriote sincère qui veut s'engager pour défendre son pays, je pense que c'est la bienvenue. Maintenant, pour ce qui est de la réorganisation au sein des forces de défense et de sécurité, j'ai vu même des gens qui disent que l'argent qu'on va donner au VDP, si on utilisait ça pour donner aux militaires, on allait résoudre le problème. Mais c'est le budget qu'on avait alloué à l'armée depuis des années, c'était combien? À un moment où on nous dit qu'il y a des problèmes de cohésion au sein des forces armées nationales, et au même moment que nos populations, deux individus viennent dans un village avec 2 calachs, ils tirent en l'air, ils crient Allah Akbar, tout le monde fuit. Et pendant ce temps, nous, on est dans des dynamiques bureaucrates où on ne s'entend pas pour des questions d'ego, parce que je ne peux pas comprendre, moi, que nous avons eu une formation pour défendre un pays qui est en crise, et pour des questions d'ego, on est en train de faire de la bagarre. La question du terrorisme est plus profonde que cela. Non. Merci. Le président a changé les codes à Djibo. Il a dit que lui ne les appelle pas des terroristes, mais il les appelle des petits bandits. Oui, mais la première manière, vous savez, on va en venir avec l'initiative d'Accra. Vous savez que pendant longtemps, c'est ceux qui armaient ces gens-là qui nous définissaient qui ils étaient. Est-ce qu'on se comprend? Ceux qui arment ces gens-là, c'est eux qui leur donnent un nom. Et à partir du moment où vous changez le nom, lui, il est militaire, il sait. À partir du moment où vous changez le discours, vous savez, quand vous dites à un militaire qu'il a face d'un terroriste vient pour mourir. Un terroriste ne vient pas tirer en l'air et puis disparaître dans les buissons. À partir du moment où vous changez les codes, ça va s'en suivre, la stratégie va s'en suivre. Et donc, je pense que le fait d'avoir désigné les groupes armés comme des bandits, ça a changé automatiquement, au plan psychologique même, l'esprit des combattants, des forces armées. Donc, je vais dire qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans une dynamique d'impliquer les masses populaires dans la lutte. Et ça a marché très bien au Nigeria, avec la task force qui a été organisée là-bas dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. La Mauritanie l'a bien réussi, l'Algérie aussi l'a bien réussi. Donc je pense que nous sommes dans une dynamique d'implication donc des populations à la base dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, et ça ne va pas susciter au sein donc de forces armées nationales, également des forces paramilitaires, une certaine gêne, parce qu'ils viennent comme supplétifs, ce n'est pas pour remplacer déjà les stratégies qui sont engagées. Merci Blaise Keïta. Alors Juvénal, l'autre défi dans cette opération de recrutement, c'est bien la capacité de l'État à faire face aux dépenses qui sont donc liées. On parle de 60 000 francs CFA par personne. Pendant 12 mois, si on fait le calcul, on a un total de 36 milliards de francs CFA, sans compter les primes à verser à la fin de chaque contrat, sans compter les assurances santé. C'est beaucoup tout ça. Il faut également armer tous ces 50 000 VDP. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État a cette capacité de faire face à toutes ces dépenses? C'est beaucoup et c'est peu à la fois. C'est beaucoup parce qu'effectivement, en termes de proportion, c'est beaucoup d'argent. Ça peut sembler beaucoup d'argent, mais je pense que la sécurité d'un État n'a pas de prix. L'Algérie vient d'augmenter son budget défense qui va passer à 22 milliards de dollars, je crois, l'année prochaine. Les États-Unis ont un budget défense de près de 700 milliards de dollars. La Chine est dans des proportions d'environ 250 ou 275 milliards. Donc, la sécurité d'un État elle a un coût, n'a pas de prix. Donc, de ce point de vue, il faut partir du principe que si nous sommes en sécurité, alors nous pouvons travailler évidemment à créer les conditions évidemment d'une reprise économique qui permettra peut-être de récupérer finalement ce que nous avons perdu en termes d'instabilité ou en termes d'insécurité. Maintenant, il appartient, comme j'ai dit, à ceux qui ont engagé ce processus de montrer que c'est un processus qui est bien coordonné avec tous les aspects qui sont pris en compte. Et le problème que vous posez, c'est justement à ceux qui ont engagé ce processus de nous donner, évidemment, les réponses précises en montrant, effectivement, qu'ils ont pris en compte tous les aspects du problème, y compris la dimension DDR dont Zancé a parlé tout à l'heure, parce qu'on recrute des gens, évidemment, d'accord, pour faire un travail précis, mais quel est le processus de sortie? Après, finalement, qu'est-ce qu'on va faire finalement, puisqu'on voulait 50 000 personnes, on en a 90 000. Comment tout ça va se faire? Quelle est la clé de répartition? Qui va aller où? Et finalement, ceux qui ne sont pas retenus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et même ceux qui sont retenus, comment après ils reviennent à la vie civile? Donc tout ça, ce sont des questions qui, de mon point de vue, vont trouver réponse dans le schéma final qui n'est pas encore défini, si j'ai bien compris, puisqu'on n'est qu'au début du processus.
Et maintenant, comme j'ai dit, il est bien que toutes ces questions soient posées, évidemment, y compris par vous, par moi, par nous tous, finalement, et que, finalement, ceux qui sont en face prennent bien note et qu'ils amendent, évidemment, le schéma de travail de départ pour apporter, évidemment, les bonnes réponses ou les inflexions qui vont permettre, finalement, de gagner en efficacité. On est parti du principe que, dès le départ, les VDP n'étaient pas bien rémunérés. Il y a eu des critiques, évidemment, sur leur statut, sur les questions de prise en charge. Finalement, les autorités ont revu la copie, on a apporté un certain nombre de réaménagements. Le discours du chef de l'État, finalement, aussi est venu renforcer la dynamique. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une écoute de part et d'autre, de telle sorte que chacun puisse, évidemment, apporter sa part, évidemment, d'observation, et qu'en retour, ce processus puisse être, de mon point de vue, assez fluidifié. Donc, on attend maintenant que, comme je dis, ceux qui ont pris, évidemment, sur eux d'engager ce processus nous apportent, évidemment, toutes les réponses et puis qui répondent aussi à toutes les inquiétudes qui se posent légitimement, parce que nous sommes dans un État en crise sur le plan sécuritaire et même sur le plan économique, comme vous l'avez bien souligné, puisque c'est ça le fond de votre question. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays dont une partie aujourd'hui est un peu relativement, évidemment, en léthargie sur le plan économique, où aujourd'hui, vous voyez, on a plus d'1 million de déplacés internes, qui sont autant de personnes qui sont en marge, évidemment, de processus de productivité. De richesse. Voilà. Donc tout ça, finalement, c'est un manque à gagner. Et donc, il faut que le gouvernement nous explique, finalement, où est-ce qu'il va trouver cet argent, évidemment, et comment il va financer ce processus. Et je pense que c'est tout ça qui va permettre davantage de mettre encore plus les gens en confiance. Alors, Blaise Guetka, est-ce que l'État a les capacités aujourd'hui de faire face aux dépenses liées à cette opération? Je crois que l'État a les moyens. Et tout État, logiquement, pour ce qui est de la défense, on doit toujours trouver des moyens donc, de pouvoir justement apporter une réponse à cette crise sécuritaire-là. Maintenant, ça va être difficile puisque, comme je l'ai dit, au même moment où on est en train de courir, c'est difficile de pouvoir donc, uriner correctement. Donc, nous sommes dans une situation où on est en train de vouloir résoudre la crise sécuritaire, mais en même temps, on fait face à une situation économique très délétère qui elle-même émane donc de cette situation sécuritaire, parce qu'il y a des couloirs qui ont été coupés avec un certain nombre de pays. C'est des zones aujourd'hui où les couloirs sont instables du point de vue de la circulation donc de l'activité économique. Donc du coup, moi j'ai bon espoir donc avec ce qui se prépare avec le Mali, si on arrive à justement renforcer donc la coopération bilatérale avec le Mali, à savoir donc tenir donc des conseils des ministres conjoints, partager de bons procédés sous comment il faut gérer les situations économiques difficiles, parce qu'eux ils sont en avance. Mais le Mali lui-même n'a pas encore fini d'enrayer le phénomène. Non, c'est évident. Si des superpuissances sont venus pendant 9 ans et n'ont pas pu enrayer le phénomène, ne demandez pas au colonel de venir et en moins de 2 ans arriver à le faire. Ce que je vais dire, c'est que du point de vue de la gestion de la situation économique difficile, le Mali est en avance parce que le Mali a subi des sanctions de la CEDEAO. Le Mali a pu tenir et pu gérer donc la fronde sociale, malgré que justement, elle était en situation économique difficile. Et donc, je vais dire que... Ce n'était pas là le défi. Le défi, c'était le terrorisme, la lutte contre l'insécurité. C'est à ce niveau que le défi se place. Non, vous avez parlé du budget. Je dis qu'on peut avoir le budget, mais on est dans une situation économique difficile. Absolument. Voilà. Et à partir du moment où on est dans une situation économique difficile, il faut apprendre les bons procédés avec ceux aussi qui ont vécu des situations économiques difficiles. Jusqu'à présent, moi, je suis de ceux qui estiment que dans le cadre donc, de la lutte contre donc, cet extrémisme violent-là, il y a 2 pays, à mon sens, qui ne sont pas encore très actifs et qui me fait avoir un peu des sueurs froides, à savoir la Mauritanie et l'Algérie. La Mauritanie et l'Algérie devraient beaucoup plus être actifs, justement, donc, dans ce processus-là, parce que quand on remonte l'histoire, quand on regarde un certain nombre d'acteurs qui circulent donc dans cette bande sahélo-sahélienne-là, l'Algérie et la Mauritanie devraient justement être, enfin, en tout cas, des pays beaucoup plus actifs. Donc aujourd'hui, quand je parle de l'axe Ouaga-Bamako qui doit beaucoup plus se mettre en branle, ça nous permet justement d'être dans une situation
de soutien mutuel pour justement contenir donc la crise économique. Maintenant, pour revenir donc à la question donc des VDP, moi j'ai bon espoir que cette fois-ci on va travailler sur le plan de la communication pour qu'il y ait en fait une certaine synergie avec les forces de défense et de sécurité, parce que ça manquait longtemps, et à un certain moment, quand on écoutait les VDP sur le terrain, il nous revenait qu'il y avait un certain nombre d'acteurs qui essayaient de créer des conflits d'intérêts avec les VDP. Et justement, certains VDP qui voulaient aller intervenir dans cette zone, on leur donnait un certain nombre d'instructions qui limitaient justement l'action. Donc, je pense que dans ce cadre-là, il y avait un code de bonne conduite qui avait été élaboré à l'époque. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est le monsieur même qui avait justement préparé la question des VDP, là, qui est aujourd'hui au ministère de la Sécurité. Donc, ça va permettre déjà, dans un second temps, de pouvoir aussi travailler à ce qu'il y ait une conjonction des efforts entre les forces paramilitaires. Comme je l'ai dit ici la fois dernière, aujourd'hui, nous avons intérêt à exploiter le potentiel des eaux et forêts. Nous avons l'avantage aussi de pouvoir exploiter la police municipale avec son UP qui est très dynamique. Nous avons intérêt à exploiter la brigade anticriminelle aujourd'hui parce que, quoi qu'on dise, au-delà de cette crise sécuritaire appelée terrorisme-là, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le grand banditisme et la criminalité transfrontalière qui est venue accentuer, exacerber cette situation sécuritaire. Merci Kientga. Alors Zanzi, sur cette question de capacité de l'État, est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens, les ressources qu'il faut? Razak, je pense que vous me posez la question pour que nous puissions satisfaire les téléspectateurs. Sinon, vous savez mieux que moi que le Burkina Faso dispose suffisamment d'argent. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État himself qui le dit. On a assez d'argent pour passer le temps à faire un nivellement par le bas. Je vous dis que 60 000 francs pour un VDP, c'est une insulte à l'intelligence patriotique et citoyenne même de l'être humain. Parce qu'on devrait aller au-delà. Parce qu'on doit aller au-delà. Vous savez, dans les missions onusiennes ou partout ailleurs, quand on arrive à un certain moment donné de la vie, la balle de la mitraillette Kalachnikov qui traverse quelqu'un n'est pas différente de celui qui va traverser le militaire. Je ne dis pas de mettre les traitements des êtres humains à un niveau. Le SMIC est à combien de francs CFA? Soit vous travaillez à amener les volontaires pour la défense de la patrie à s'engager de manière volontaire, patriotique, non pas à la recherche de la pitance quotidienne, comme je l'ai dit, soit vous leur apportez un traitement sincère, réel, avec un statut clair, précis, de sorte à ce que quand tu tombes, tu es convaincu que ton épouse et tes enfants sont à l'abri de la misère, de la souffrance sur terre. Mais quand on décide de s'engager comme volontaire, on mesure tous ses contours. Mais ce justement, ne sont pas des militaires, c'est du volontariat. Je comprends parfaitement, M. Razak. Vous n'allez pas quitter le plateau de BF1 si vous n'avez pas quelque chose à gagner ailleurs. Vous savez mieux que moi qu'au Burkina Faso, trouver un emploi, c'est un chemin, c'est un parcours de combattant. Et les zones qui sont aujourd'hui sous l'emprise de ces forces terroristes-là, les gens ont fui beaucoup venir. À Ouagadougou, pour gagner du travail, c'est compliqué. Et des gens vont vous conseiller, il faut aller prendre les 100 000 francs. Une fois que tu es inscrit, c'est sûr que tu pourras en avoir. Ça ressemblera un peu à la brigade verte de M. Simon Comporé, où des bonnes dames sur certains engins se retrouvent à aller s'inscrire pour prendre de l'argent par mois. Je dis simplement pour répondre pratiquement à votre question, on a suffisamment d'argent. Et c'est le chef de l'État qui l'a dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Merci Zanzi, merci beaucoup. Moussa? Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Le Burkina Faso, malgré nos difficultés économiques, l'argent ne doit pas être le problème. Parce que je me rappelle bien qu'avant la fin du règne du président Roch, faisant le bilan, on a trouvé que la croissance économique au Burkina était positive. Donc ça veut dire que l'argent, il y en a. Mais je pense que c'est une question de gestion. Parce que quand on regarde, quand on lit tous les rapports du RENLAC et consorts par rapport à la corruption, comment l'argent, on veut organiser un séminaire, comment l'organisation du séminaire devient un prétexte pour faire volatiliser l'argent et consorts, je pense que s'il y a une meilleure gestion vertueuse des ressources que nous avons, je pense qu'on peut dégager beaucoup d'argent pour faire ça. Et il faut savoir, il y a des gens qui font déjà des efforts. Je ne voudrais pas, je prends le cas personnellement, donnant des cours dans des universités d'État, ça fait 2 ans que je ne suis pas payé.
quand je pose la question, on me dit l'argent est parti pour l'effort de guerre. Bon, je l'accepte. Peut-être que tout le monde n'est pas dans ma situation pour dire que on va le faire, mais moi je l'accepte. Ça fait 2 ans, je ne suis pas payé et je n'en fais pas un problème. Parce que vous gagnez votre vie ailleurs, certainement. Oui, parce que je gagne ma vie ailleurs, mais aussi, sinon je pourrais aussi utiliser la voie judiciaire. Mais si je ne le fais pas, c'est peut-être parce que je trouve qu'il y a peut-être une cause beaucoup plus noble à défendre à ce niveau-là. Je pense que moi, je suis convaincu que les Burkinabés peuvent faire des sacrifices s'ils sont sûrs et convaincus que leur sacrifice a un sens. Mais s'ils pensent que ce sacrifice-là, c'est pour que quelqu'un aille boire son champagne, je pense que ça va devenir un problème. C'est pour ça que peut-être au niveau de la communication et des actes, j'ai toujours dit ici que quand on est en communication de crise, il y a le discours d'un côté, mais il y a les actes de l'autre. Donc maintenant, il faut que le discours et l'acte puissent aller de pair. Et je pense qu'actuellement, il y a un bon vent qui est en train de souffler depuis le discours ou bien l'entretien du capitaine avec les OSC et les partis politiques. Maintenant, une fois de plus, l'affaire des VDP, là, il faut qu'on fasse très attention. Je pense qu'il ne faut pas qu'on mette dans la tête des VDP que c'est un emploi qu'on leur donne. Et je pense que pour moi... C'est important d'insister sur cet aspect du volontariat. C'est vraiment question de volontariat. C'est-à-dire que si on dit que je suis volontaire, c'est-à-dire que même si on me donne de l'argent, j'accepte que ce qu'on me donne là n'est pas à la hauteur du sacrifice que je dois faire. Mais je l'accepte. Je vais parce que ça va me permettre de résoudre 2 problèmes. Mais je ne vais pas pour chercher un emploi. Donc, il faut vraiment qu'on mette ça dans la tête des gens, que ce n'est pas un emploi qu'on leur donne. Et à partir de ce moment, les gens accepteront pour aller d'eux-mêmes. Celui qui veut un emploi, il n'est pas obligé d'être VDP. Merci Moussa Sawadogo. On va devoir bien évoluer. Alors, pendant que la mobilisation à l'interne contre le terrorisme est en train d'être une réalité, dans la sous-région, le Burkina Faso et ses voisins s'organisent avec le Ghana, le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire. L'initiative d'Accra a vu le jour en 2017 et c'est en 2022 que sa force conjointe sera opérationnelle. Les membres se donnent 1 mois pour cela. On parle de 10 000 soldats qui seront déployés sur le terrain. Un sommet s'est tenu sur la question donc, cette semaine. Alors, sur le timing même des événements, l'initiative d'Accra est née en 2017 de la volonté donc, des pays comme le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et c'est en 2022, 5 ans plus tard, que les acteurs parlent de son opérationnalisation, notamment avec la force conjointe, dans un contexte où le G5 Sahel est moribond, dans un contexte où la France annonce donc la fin de Barkhane. Est-ce qu'on peut faire, quel lien on peut faire entre ces événements? Je pense qu'il y a beaucoup de liens. Dans un premier temps, je pense que les pays du Golfe ont compris aujourd'hui que c'est vrai qu'ils deviennent une cible très sérieuse pour les terroristes. Et pendant très longtemps, certains spécialistes nous disaient qu'en réalité, les attaques terroristes parties du Sahel, ils ne cherchaient en fait qu'un corridor pour aller vers le golfe de Guinée. Et je pense qu'aujourd'hui, ça devient quelque chose de très sérieux. Et ces pays-là ont compris qu'il faut peut-être aider le voisin à contenir l'incendie qui brûle sa maison, sinon on risque d'être aussi pris. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a la perception du danger d'un côté. De l'autre côté, on a vu aussi, parce que ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la participation de... Comment s'appelle le président du Conseil de l'Europe, je crois. Du Conseil européen. Et pour moi, sa présence n'est pas anodine. Parce qu'on sait que pendant très longtemps, la France s'est toujours battue au niveau de l'Union européenne pour ne pas être vraiment la seule qui supporte toutes ces questions-là. On a vu comment elle a réussi plus ou moins à embarquer certains pays comme l'Allemagne et tout ça au niveau du Mali. Mais vu ce qui se passe au Mali, je pense que l'Europe se dit aujourd'hui que nous avons peut-être une partition beaucoup plus importante à jouer au lieu de laisser la France seule aller dans cette affaire-là. Et c'est là où moi, ça me pose un problème. Parce que je lisais un média français qui disait que si les auteurs de l'initiative d'Accra ont ouvert la rencontre à d'autres partenaires comme les partenaires européens, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas les moyens sans l'Europe. Et que l'Europe n'ira pas à cette opération-là sans imposer ses valeurs.
Donc, du coup, ça pose un problème. Et déjà, j'ai vu, c'est quoi, 500 millions d'euros qui est recherché. Environ 300 milliards. Environ 300 millions. Et je vous dis que j'ai eu mal au cœur de savoir que l'ensemble des pays membres de cette initiative-là soient obligés d'aller mendier cette somme-là. Je vous jure que ça pose un problème. Prenons le cas, je suis sûr que si on prend même nos opérateurs économiques du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et tout ça et qu'on met ensemble, je suis sûr qu'ils peuvent trouver cette somme-là. Mais pourquoi courir? Parce qu'une fois de plus, et c'est peut-être que là qu'il faut qu'on fasse très attention. Je le sais parce que ayant dirigé quand même certains projets de l'Union européenne depuis Bruxelles, c'est très clair. On nous disait, le financement a un objectif premier, c'est la promotion des valeurs européennes. Point. Donc, on va se retrouver dans cette histoire-là où on va trouver, par exemple, la question des VDP burkinabés va se poser. On va les appeler des supplétifs de l'armée. On va parler de forces paramilitaires. Juridiquement, nous, on ne peut pas financer notre argent. Dès qu'un VDP va tuer quelqu'un, on va dire que c'est une exécution extrajudiciaire, etc. Ça va poser problème. C'est pour ça que je dis, franchement, pour ce genre d'initiative-là, il faudrait qu'on trouve les moyens par nous-mêmes. Parce que, d'abord, si ce sont les partenaires financiers étrangers qui doivent nous donner de l'argent, on ne maîtrise pas leur agenda. Ils iront au rythme qu'ils veulent, avec les conditions qu'ils veulent, avec un décaissement qu'ils veulent, et ce n'est pas sûr que nous, ça fait notre affaire. Donc, franchement dit, je pense que c'est une bonne initiative de fédérer les forces, mais une fois de plus, le plus important n'est pas de dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire ceci ou cela, c'est de voir comment on va le faire. Et ici, il y a un problème, comment on va le faire, et je pense qu'il faut qu'on trouve, franchement dit, des forces endogènes ou des ressources endogènes pour le faire. Merci Moussa. Alors, Blaise Kettega, beaucoup accusent à tort ou à raison, on estime que l'initiative d'Accra vient remplacer le G5 Sahel moribond, je le disais tantôt, ou peut-être remplacer aussi Barkhane qui est en train de finir. Oui, vous savez que la France aussi a deux béquilles. Je vous parlais tantôt des deux béquilles de la France boiteuse actuellement. L'une des béquilles, c'est la CEDEAO. L'autre béquille, c'est ces initiatives pareilles là. Rappelez-vous que Napoléon avait des ambitions expansionnistes. Vous savez que Napoléon avait des ambitions de gouverner toute l'Europe, non? Donc, quand la France est en difficulté, elle a son papa qui est l'Union européenne, dans laquelle elle peut se réfugier. Et elle a sa maman qui sont les États-Unis, qui viennent pour la soutenir lorsqu'elle est discréditée du point de vue lorsqu'elle fait face à ses propres contradictions et à ses propres turpitudes. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, je comprends le sentiment que bon nombre de nos compatriotes donc de cet espace ont exprimé justement par rapport à cette initiative et émis justement les inquiétudes. Et le Premier ministre l'a rappelé dans le cadre donc de cette rencontre-là que le Burkina Faso a demandé à ce que si cette initiative devrait se mettre en place, que ce soit un autofinancement. Et on se rappelle que cette initiative née en 2017, effectivement, l'objectif premier, c'était le partage du renseignement, c'était justement la coordination des actions pour justement lutter contre la criminalité transfrontalière, mais également c'est-à-dire contenir donc l'avancée des groupes extrémistes dans le golfe de Guinée. Maintenant aussi, nous ne sommes pas naïfs. Nous savons que ceux qui ont bombardé Kadhafi et qui ont ouvert les couloirs pour que Daesh et Hakimi puissent justement se retrouver dans le Sahel, ils doivent assumer l'entière responsabilité historique de cet événement malheureux, justement qui a mis le Sahel aujourd'hui dans ces difficultés énormes. Et pendant longtemps, les pays du Golfe de Guinée, justement, sont restés dans un contentisme et dans une insouciance totale vis-à-vis de la douleur des pays sahéliens. Et aujourd'hui, on se rend compte que la menace est en train de se propager. Et dans le cadre donc de cette initiative, j'ai lu un certain nombre de documents et également j'ai discuté avec un certain nombre d'acteurs donc de la sous-région et on nous a dit que les pays sahéliens ont transmis de l'information et du renseignement à ces pays côtiers-là comme quoi la menace risque de descendre jusqu'au golfe de Guinée. Mais maintenant, ce n'est pas anodin. On se rappelle, dans les années 2011, les États-Unis avaient créé un projet Africom, si je ne me trompe. C'était un projet justement qui, dans le sens... donc, qui devait donc s'implanter donc dans le golfe de Guinée avec donc des ambitions dont je ne sais. Mais il faut se dire que la tournure des événements montre que derrière tout ça, il y a quelque chose qui cloche pas, qui ne cloche. Et on se rappelle aussi
qu'il n'y a même pas 2 ans, en Côte d'Ivoire, la 2EA ou bien c'est quelle, je ne me rappelle pas très bien de l'institution qui s'occupe donc de la lutte contre la drogue, on avait saisi d'énormes quantités de drogue et on dit que le couloir de passage donc, de cette drogue-là qui remonte et qui quitte l'Amérique latine pour remonter jusqu'en Europe, il y a un couloir et le couloir l'a traversé justement le Sahel. Donc il faut faire très attention pour se dire que cette initiative, si elle est noble, dans le sens donc de pouvoir permettre aux États, mais elle vient, de mon point de vue, dans sa phase d'opération un peu plus tard. Elle vient tard parce que pour ce qui est du Burkina Faso, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui pour le Burkina Faso de s'accrocher à cette initiative-là au même moment où nous avons engagé une dynamique interne qui est celui de recruter des volontaires pour la défense de la patrie et les armées et organiser notre armée pour faire face à l'île. Est-ce qu'on peut réussir cette lutte en étant en vase clos? Non, ce n'est pas en étant en vase clos. Mais maintenant, c'est la sincérité de nos partenaires et de nos acteurs. Vous savez que la Côte d'Ivoire et le Burkina, depuis 1960, nous partageons une belle histoire. Même si cette histoire est émaillée de difficultés. On se rappelle au temps de Sankara, on se rappelle aussi cette fameuse situation donc, de la rébellion justement qui a quitté le nord de la Côte d'Ivoire avec des incursions selon certaines indiscrétions au Burkina Faso. On a eu des histoires douloureuses, c'est vrai, mais quoi qu'on dise, depuis 8 ans, le Burkina Faso est en difficulté et je ne vois pas des efforts substantiels de la Côte d'Ivoire pour venir justement soutenir son pays frère et ami, qu'est le Burkina Faso. Et donc, je me dis... Alors il y a eu des opérations conjointes, ça. Voilà, alors que même dans le cadre de la mise en valeur des terres ivoiriennes, on se rappelle que des Burkinabés ont été convoyés ici pour aller justement travailler pour la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons une merveilleuse histoire. Et aujourd'hui, on a le port d'Abidjan, on a beaucoup de choses qui peuvent nous permettre justement de... Mais la Côte d'Ivoire n'a pas fait suffisamment le travail à ce niveau-là. Donc je pense que les inquiétudes des Burkinabés sont, de mon point de vue, légitimes. Légitime en ce sens qu'au même moment où nous sommes en train de faire des efforts endogènes, parce qu'on a été abandonné par la sous-région, et je ne pense pas que cette initiative-là soit une priorité pour le Burkina. Et je pense que les 2 conditions qui ont été données par le Premier ministre montrent déjà que le Burkina Faso est parti juste pour participer de façon formelle, mais dans le fond, je pense que la dynamique-là ne colle pas très bien avec ce qui est en train de s'engager au niveau interne. Merci. Juvénal, on se demande également pourquoi depuis 5 ans, l'initiative d'Accra était comme si elle était en hibernation et c'est subitement maintenant qu'elle ressurgit avec une force conjointe qui sera mise en place dans un mois. Oui, parce qu'elle était en concurrence avec, évidemment, le G5 Sahel qui ne dit pas son nom. Et évidemment, vous l'avez souligné dès le départ, comme par enchantement, c'est au moment où on est en train de tourner la page du G5 Sahel que finalement, celle de l'initiative d'Accra finalement est en train de reprendre finalement le dossier en main. Bon, qu'à cela ne tienne, nous, en ce qui nous concerne, nous pensons que cette initiative d'Accra, si elle doit reprendre finalement les mêmes, la même littérature et les mêmes, évidemment, les mêmes éléments finalement de langage que ceux qui ont été utilisés pour le G5 Sahel, finalement, ça n'aura pas, ça n'aura aucun sens. Du reste, nous pensons qu'à l'étape actuelle, il faut réactualiser finalement cette affaire d'initiative d'Accra. Parce que, à y regarder de près, en y regardant de près, finalement, j'ai été, comme le disait mon confrère tout à l'heure, surpris de voir sur la photo de famille et à la fin de la rencontre, Charles Michel de l'Union européenne. Je me suis demandé du Parlement européen. Je me suis demandé finalement, est-ce que cette initiative d'Accra, est-ce que ça ne vient pas un peu, est-ce que ça ne biaise pas un peu le processus? Parce que finalement, on va encore revenir aux mêmes écueils. C'est-à-dire qu'on veut une initiative à la fois endogène, qui répond finalement aux préoccupations légitimes du moment, avec des financements qui viennent finalement encore de l'extérieur, avec des dynamiques finalement, des injonctions parfois qui vont contredire finalement la mise en œuvre du processus lui-même. Moi, je me pose beaucoup de questions. Pour moi, si cette initiative d'Accra, comme je l'ai dit, ça doit être un G5 Sahel bis, alors ça n'aura aucun sens. Voilà, parce que, en plus que 300 milliards à mobiliser dans cette sous-région, pour combien de pays ils sont obligés d'aller encore à l'extérieur pour tendre 300 milliards. 300 milliards,
Pour commencer. 300 milliards pour combien? Le Niger, le Ghana, la Côte d'Ivoire, pour les pays côtiers, c'est combien? C'est une, excusez-moi le terme, c'est une broutille pour l'ensemble de ces pays. Quand on considère les richesses qu'il y a finalement dans cet ensemble sous-régional, s'ils ont besoin d'aller encore tendre la main, alors là, il y a beaucoup de... Je pense que ça ne va pas servir les intérêts finalement de cette initiative. En sus que, il faut être clair dès le départ. Pour nous, l'initiative d'Accra peut prospérer si elle apporte une nouvelle dynamique dans la vision, et c'est bien ce que le Premier ministre burkinabé a dit. Si c'est revenir avec les mêmes, la même façon de faire, la même rhétorique, alors véritablement on n'aura pas avancé. D'accord. Alors, Zanzé, on l'a dit tout à l'heure, en lieu et place de Ibrahim Traoré à ce sommet, c'est plutôt le Premier ministre Maître Kielem de Tambela qui a été. Est-ce que pour vous, cela dénote que cette initiative d'Accra n'est pas une priorité aujourd'hui pour le Burkina Faso? Il faut savoir que dans cette vie, Razak, vous allez rencontrer des mendiants prétentieux, orgueilleux et zélés. Pourquoi? Quand on est en position de faiblesse, on n'ose pas le ton. À défaut de ne pas hausser le ton, on garde cette faculté d'humilité et de savoir qu'on a besoin de X ou de Y pour pouvoir évoluer. Je vais revenir simplement à l'échelle burkinabé. Vous avez vu que c'est à une édition de 13h à la RTB qu'on a annoncé qu'il y aurait un déploiement de soldats de cette initiative d'Accra. Et quelque temps après, quand vous avez annoncé, je vous ai écouté religieusement, vous avez dit que le ton était monté d'un cran. Et on a entendu ou on a vu des déclarations gouvernementales, des communiqués qui fusaient d'un peu partout pour essayer de calmer la hourra du public. Parce que les Burkinabés estiment qu'ils ne veulent pas du tout entendre cela. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on se demande comment est-ce qu'on est arrivé à faire une déclaration pareille sur une chaîne de télévision publique burkinabé pour ensuite amener des démentis sur une initiative d'une telle ampleur. Il n'y a pas de sérieux comme ce que je vous ai dit depuis le départ. Mais au-delà de ça, nous avons Maître Kielem de Tambela, Premier ministre du Burkina Faso, qui est avocat de formation et de profession, qui semble faire fi de ce que moi j'appelle la procédure, la forme, pour rentrer dans le fond. Vous vous retrouvez dans un vaste chantier. Vous avez le Nigeria, vous avez la Côte d'Ivoire, même si le Nigeria est observateur, vous avez le Bénin, le Togo, et vous voulez qu'on fasse fi des procédures pour aller vite, parce que le Burkina Faso se trouve dans une situation d'urgence. Est-ce que vous savez que la forme tient le fond en l'état, dit les juristes? Est-ce que vous savez que chez le militaire, la préparation d'une mission est autant si importante que l'exécution de la mission elle-même? Si la préparation de la mission est foirée, vous êtes sûr et certain que l'exécution est foirée. Mais voici que tous, à l'unanimité pratiquement, vous êtes en train de montrer que cette initiative d'Accra-là est biaisée, d'autant plus que même pour quelqu'un qui est aveugle, il voit des blancs assis en premier plan. Et nous savons très bien que partout où on arrive, ceux qui sont assis en premier plan sont les personnes qui sont considérées comme les plus influentes ou les grands décideurs. Et vous avez parlé du président du Parlement européen et du ministre de la Défense de l'Angleterre. Vous pensez que toutes ces choses sont zéro et vous dites que vous avez besoin d'argent. Est-ce que c'était à cette étape qu'il fallait encore parler d'argent? Mais je reviens encore sur ma préoccupation. Lorsque Maître Kielem Tambela dit, par exemple, notre Premier ministre, que le Nigeria va nous apporter et va donner de l'apport en logistique qu'est aérien. Mais écoutez, je me demande, est-ce que nous avons le sens réellement des relations internationales? Est-ce que le Nigeria a fini avec Boko Haram? Est-ce que le Nigeria a pu contenir suivez très bien, Boko Haram. Moi, je n'aime pas trop la littérature. Non.
est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Burkina Faso, qui veut abriter cette initiative, bien que dans les communiqués, on vous dit non, aucune décision n'est actée, c'est d'abord un projet qui n'est pas encore né, qui n'a pas son récépissé, qui n'a pas son extrait de licence, mais on peut nous dire que la partie renseignement va être basée à Ouagadougou. Entre la partie militaire, qui serait basée à Tamale, et la partie renseignement qui serait basée à Ouagadougou, c'est laquelle qui nous serait plus préjudiciable? C'est le renseignement ou bien c'est la partie militaire opérationnelle qui nous serait préjudiciable? Non, il faut être assez intelligent et comprendre que la diplomatie rime avec bonne communication. Qu'est-ce que vous reprochez clairement aux autorités? Ce que je reproche clairement aux autorités, c'est le manque de vision. C'est le manque de capacité. Il a quel niveau ce manque de vision? Ce manque de vision est simplement au fait que nous n'arrivons pas à nous assumer. Vous parlez tantôt, quand Blaise parle de... Mais l'initiative d'Accra, ce n'est pas le fait du capitaine Ibrahim Traoré. C'est une initiative depuis 2017, Roch-Marc Christian Kaboré, qui a commencé. Ce que vous devrez comprendre, c'est qu'on dit que l'État est une continuité. Absolument. Et je suis entièrement d'accord que nous ne pouvons pas faire fi de cette rencontre. Il faut qu'on aille. On parle d'une rencontre de l'axe Bamako-Ouagadougou qu'il faut créer et qu'il faut consolider. Est-ce que vous avez vu le Mali se mêler de toutes ces tracasseries-là? Pourquoi le Mali ne se mêle pas? Vous pensez que le si Mali vous allez... est pays observateur, le Mali est membre de l'initiative d'Accra. Je vous d'Accra. explique. Nous avons dit au départ, par la voix de notre chef d'État, que même s'il n'a pas dit nommément, que nous avons un partenaire pour nous amener à destination. Et vous savez que la population aujourd'hui brandit le drapeau russe un peu partout. Vous savez qu'avec cette initiative d'Accra, qui est portée par, il faut le dire ouvertement, par l'Union européenne, clairement, la Russie ne composera pas avec nous. Non, les organisateurs disent que c'est une initiative endogène, voulue par les pays africains. Je ne veux pas, Razak, qu'on fasse de la littérature. Je ne veux pas qu'on fasse du fait. Mais ce sont les faits, des annonces, des déclarations des différents acteurs. On ne fait que relater les déclarations. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, en tant qu'intellectuels ou disons hommes intelligents, qui sommes censés lire entre les lignes, de montrer réellement aux populations qui nous suivent, aux téléspectateurs, qu'il y a anguille sous roche quelque part et que voici les enjeux. Parce que l'initiative d'Accra, depuis 7 ans, qui serait mise en œuvre aujourd'hui, vous avez vu ces Blancs. Ces Blancs ne sont rien d'autre que des acteurs clés de l'Union européenne. Et les acteurs clés de l'Union européenne ne vont pas agir pendant que Vladimir Poutine de la Russie va nous accompagner. Voilà pourquoi je vous dis l'axe Bamako-Ouagadougou que nous essayons de construire, de consolider, est à quel niveau pour que nous puissions encore nous embourber. Je suis d'accord que la diplomatie exige, mais dans cette diplomatie, les déclarations que nous voulons tenir là ne doivent pas davantage nous embourber. C'est pourquoi je pèse encore mieux et j'ai dit... Mais quand KLM insiste sur le fait qu'il faut du concret pour le Burkina Faso, c'est légitime ce qu'il dit parce que depuis 2017, une initiative est là, on ne voit pas concrètement ce que ça apporte au Burkina Faso. Qu'est-ce que le gouvernement burkinabé fait pour le Burkina Faso? Il y a quelques années derrière, nous avons une usine de fabrication de munitions au Burkina Faso. Où est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que c'est devenu? Vous ne pouvez pas vous asseoir. J'ai dit au début, il y a des mendiants prétentieux, orgueilleux et zélés. Il faut que vous intégrez ça pour le bon. Quand on n'a pas soi-même une usine de fabrication d'aiguilles, quand on n'a pas soi-même une usine de fabrication de pneumatiques et qu'on se retrouve à l'échec international, je vous dis, on parle de diplomatie. Il ne faut pas qu'après Maître Kilem de Tambela, le Burkina Faso se retrouve au point N-1. Il faudrait qu'après Maître Kilem de Tambela, on ait une base solide. Non, Thomas Sankara, même qu'il essaie d'incarner ou de faire renaître ses idéaux, ne marchez pas ainsi. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier d'où on vient et qui on est. Moi, c'est de ça que je veux parler en réalité. Merci Zanzé. Rapidement, 30 secondes. Je voulais rassurer Zanzé que pour ce qui est de cette sortie au Ghana, je crois savoir que le Premier ministre a été représenté le chef de l'État, c'est ça? Et je crois aussi que selon certaines informations, je ne crois pas que notre participation soit aussi... il faut l'attacher de noir pour l'instant. Parce que comme je l'ai dit, ça peut participer aussi d'une stratégie, le fait d'aller à cette rencontre. Et je ne crois pas que le Burkina Faso, dans cette situation géopolitique assez complexe-là, le Burkina Faso n'ait pas eu de contact avec le Mali par rapport à sa participation. Et au même moment aussi, lorsque vous faites partie d'une initiative, c'est bien d'être à l'intérieur pour savoir ce qui se trame, pour mieux vous préparer à vous assumer. C'est de cela aussi qu'il s'agit. Et je pense que pour l'heure, il faudrait savoir que c'est vrai. Notre pays a eu des difficultés énormes. Et tu parlais tout de suite des questions de l'usine de fabrication donc de munitions. Et il faut se rappeler, juste après 1990, toutes les sociétés d'État burkinabés ont été bazardées dans le cadre donc, des programmes d'ajustement structurel.
On a tout bazardé au privé. Et c'est les mêmes institutions de Bretton Woods qui nous ont enseigné que c'est quand on privatise que ça marche mieux. Merci. Donc, Blaise je vais dire Kettega. que la participation à cette initiative-là, pour moi, pour l'heure, quand je regarde, c'est vrai qu'en matière de communication, pour l'instant, il n'y a pas une certaine concordance entre les dits, donc, par moment du Premier ministre et la vision globale qui est en train d'être dessinée donc, par le chef de l'État. Il faut corriger à ce niveau-là. Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il se trouve que le Burkina n'est toujours pas signataire de l'initiative d'Accra depuis 2017. Voilà, on ne l'a pas encore ratifié. Voilà, donc c'est ce qui est important. Donc je pense que c'est bien aussi par moment, il ne faut pas que ce sentiment donc, de souverainisme-là et de compter sur nous-mêmes là nous amène à nous enfermer sur nous-mêmes. Parce qu'on se rappelle, le capitaine Thomas Sankara dont on chante le nom, c'est quelqu'un qui allait même devant ses propres ennemis pour leur dire la vérité. On se rappelle François Mitterrand qui est venu ici. Merci. Il a eu pour sa dose. Donc je pense que il faudrait faire confiance aux autorités. Moi, pour l'heure, je pense que les autorités ont dit que les Burkinabés doivent leur faire confiance et qu'ils seront dans la vérité et pour le peuple burkinabé. Merci. Donc cet engagement-là, moi, je reste observateur, même si sous le plan de la gouvernance, il faut savoir aussi que M. Kelem de Tambela, c'est la première fois qu'il est dans un gouvernement. Donc c'est un Premier ministre aussi qui est en train de prendre ses marques de mon point de vue, parce que la question, quand on a été longtemps aussi loin des affaires donc de la gestion, il faut mettre aussi du temps pour prendre ses marques. Merci Blaise Kettega, merci beaucoup. Vite. Alors Moussa Savadogo, à ce sommet, la chaise du Mali est restée vide. Est-ce que techniquement, matériellement, on peut réussir la lutte contre le terrorisme au Sahel sans une participation réelle d'un pays comme le Mali? Je pense que ça sera difficile. Mais vous vous rappelez, sur ce plateau, j'ai dit, quand le capitaine était parti voir Goïta au Mali, j'ai dit que la difficulté qui va se poser, c'est que ces deux pays-là doivent trouver une manière de collaborer en dépit du choix stratégique des partenaires que chaque pays a fait. Pour le moment, moi, par rapport peut-être à ceux qui pensent, pour moi, les drapeaux russes qui flottent dans les rues de Ouaga, pour moi, je pense que c'est de l'excitation. Ça ne va rien changer dans la politique burkinabé parce que les enjeux... PLM l'a d'ailleurs dit. Ouais, les enjeux sont c'est pas pour les beaux yeux de la rue que les décisions seront prises. Donc ça, c'est fini. Maintenant, la question qui va se poser, de mon point de vue, comme je le dis, la lutte contre le terrorisme est d'abord une maîtrise du renseignement et de l'information. Et à ce niveau-là, que ce soit le Mali ou que ce soit le Burkina, nous avons des faiblesses à ce niveau-là. Or, ceux qui gèrent l'information pour le moment, ce sont les Français, ce sont les Russes et ce sont les Américains. Donc, le Mali a fait carrément le choix de basculer totalement chez les Russes, donc ils ont des informations. Nous sommes encore avec les Français et apparemment pour très longtemps encore. Maintenant, la question qui va se poser, est-ce que ces deux pays-là vont accepter qu'on partage les informations qu'ils vont nous donner? C'est ça toute la difficulté. Sachant que, moi j'étais au Niger, quand je demandais comment quand Barkhane s'est installé maintenant, enfin, le QG, au Niger, les militaires nigériens me disaient qu'attention, c'est d'abord les soldats français qui collectent les informations, qui les trient, et qui donnent à la partie nigérienne les informations qu'elle veut donner. Donc, sachant que peut-être les informations que le Burkina va prendre, il va les partager avec le Mali et vice-versa, est-ce qu'ils nous donneront toutes les informations? Donc, c'est pour cela que je dis, par exemple, quand je vois l'initiative d'Accra, j'ai très mal quand on dit, parce que c'est le nerf de la guerre aussi, il faut de l'argent pour faire tout ça. Et tant que nous n'allons pas trouver notre propre argent, l'utiliser comme nous le voulons, dans les intérêts que nous avons nous-mêmes définis, ça va être un problème. On ne pourra pas réussir avec un financement extérieur. Je vais faire une précision de taille très importante. En 30 secondes, s'il vous plaît. Quand vous dites qu'avec M. Kelem de Tambela, ce n'est pas la rue qui va gouverner, il faut dire clairement que M. Kelem de Tambela, dès sa prise de fonction, en moins de 2 semaines, il a été contraint à remanier son gouvernement. Il a dit qu'on ne reproche rien et qu'on va les installer. Je parle de ces ministres qu'on a enlevés. Conséquence, dire que le brandissement ou bien les drapeaux russes qui sont dans la rue, c'est de l'excitation, cette phrase me fait surexciter. Parce qu'attention, aujourd'hui là, si vous n'y prenez garde, ce que ce peuple-là veut, ce que cette masse-là veut, ce que ces manifestants veulent là, c'est ça qui est là qui tient aujourd'hui la route. Et attention, pour nous qui sommes sur le plateau, ayons la claire vision, la clairvoyance, cette aptitude
à anticiper les choses pour qu'on ne soit pas embourbé dans le gouffre, parce qu'on a déjà défié M. Kilem de Tambela. Si tu permets, je vais peut-être en 10 secondes, il faut rapidement je vais opposer à ça ce que Churchill disait. Un leader éclairé, ce n'est pas forcément celui qui suit le peuple. C'est celui qui impose souvent. M. Kilem de Tambela n'est pas éclairé, sinon on ne serait pas là. Non, je ne le juge pas. Je dis simplement, dans la gestion de la chose politique, oui, il y a des moments où on suit le peuple, mais il y a des moments où on va contre le peuple. Et il disait, et les spécialistes de la construction de l'Union européenne disaient, vous croyez que si on avait demandé aux Européens de construire l'Union européenne à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ça aurait réussi? Non. C'est bon, merci beaucoup. On ne va pas poursuivre le débat sur cette question. C'est bon, nous allons marquer une halte dans cette émission pour avoir le premier téléspectateur au bout du téléphone. Monsieur Seydou Ouedraogo nous appelle depuis Ouagadougou. Bonjour, monsieur Ouedraogo. Oui, bonjour, monsieur Traoré. Bonjour, allez-y pour votre contribution. Ok, merci. Juste une petite parenthèse. Comme le disait très souvent monsieur Da, je crois, si je me trompe, l'invité qui est à gauche en chemise rouge. Il faudra songer à changer le logiciel. Parce que, bon, la dernière fois, j'ai tenté de vous joindre, en vrai, je n'ai pas pu vous avoir. Sincèrement, je vous félicite pour le renouvellement, surtout du plateau, et surtout du volet jeunesse. En tout cas, j'apprécie ça. Et je pense qu'on pourra s'orienter surtout vers les jeunes. C'est juste un clin d'œil que je voulais faire à notre grand frère, M. Lengani, pour dire que je pense qu'il pourra peut-être se reposer et permettre à la jeunesse, en tout cas, de mieux prendre en charge. On a besoin de tout le monde pour animer les plateaux. Le Burkina n'est pas fait que de jeunes. De temps en temps, il faut écouter tout le monde, il faut donner la parole à tout le monde. Ça c'est vrai. Mais Maître Tambela n'est pas là pour répondre à ces pics. Bon, je trouve qu'à ce moment, c'est un peu déséquilibré. Voilà. Donc, en tout cas, moi, mon souhait... Merci. Allez-y pour votre contribution. Voilà. J'étais venu par rapport au premier sujet, mais bon, finalement, je vais aller au second sujet. Sinon, par rapport au premier sujet, je voulais simplement dire que qu'on soit politicien ou qu'on ne soit pas politicien, si par son action, on peut permettre à des jeunes de s'enrôler, moi je pense que c'est l'idéal. Donc ne cherchons pas des coups sur des crânes rasés en disant en voulant avilir un peu l'intervention de certains politiciens. Moi je prends tout. Un travail soit fait dans l'ombre ou que ça soit fait bruyamment tambour battant, en tout cas, moi je suis partant du simple fait que ça a permis aussi d'avoir un engouement au niveau de l'enrôlement. Maintenant, par rapport à la question de l'initiative d'Accra, non, moi à ce niveau, je ne sais pas quel est le procès qu'on est en train de faire à M. Tambela. D'autant plus qu'il a balisé tout le terrain. Alors, on a besoin de financement, ça c'est tout à fait normal. Maintenant, il a bien dit, de faire beaucoup attention au financement extérieur, parlant de l'Union européenne et autres. Si on a bien envie que ça soit une force endogène, alors qu'on se méfie des financements extérieurs. Et il a bien dit que nous pouvons prélever un tant soit peu, ce qu'on gagne, le fruit des ventes au niveau du cacao, au niveau du coton, au niveau des lingots d'or. Ça veut dire qu'on ne voudra pas qu'il y ait une influence extérieure. Il a déjà balisé le terrain. Donc moi, je ne trouve même pas de problème à cela. Maintenant, s'il y a un pays qui veut aller prendre la contribution de façon souterraine de l'Union européenne, bon, tant pis pour ce pays. Mais cette force-là, je pense qu'elle sera locale. Ce serait pas... il n'y aura pas d'influence extérieure, quand bien même qu'on peut même prendre les moyens financiers de l'extérieur et faire ce qu'on peut. De toute façon, la conduite de cette initiative-là, le Burkina y est à son pied, alors le Burkina ne va pas se faire bouger. Et lorsque le Burkina va se rendre compte qu'ils ne vont pas dans le sens que ce pays veut, alors il se retire. Donc moi, je ne vois vraiment pas d'inconvénients comme ça. Et
passer son temps à vraiment apprécier cette initiative, moi, je n'arrive pas à comprendre. Merci beaucoup, M. Ouédraogo, pour votre contribution. Merci beaucoup. Non, il n'y aura pas de réaction. On est suffisamment pris par le temps. En 5 secondes. En 5 secondes. Alors, j'ai vu même des gens qui ont pris des photos de Maître de Tambela avec Patrice Chachi et dire qu'il ne devrait pas s'attraper dans la main, etc., etc. Je pense qu'il faut qu'on ait aussi, on soit tolérant au Burkina Faso. Parce que quand je dis tolérant, ce n'est pas parce que c'était mon allié stratégique sur le plateau, mais je vais dire simplement que quand vous remarquez, même ce qui se passe au Mali, aux premières heures, quand la diplomatie malienne de la sous-région se mettait en place, on a vu Sadio Camara qui a battu le peloton, il allait en Côte d'Ivoire, il a pris des photos avec le gouvernement ivoirien, même il allait rendre visite à Alassane Ouattara, se sont salués, il a été en Algérie, il a été au Burkina voir le président Roch Kaboré, etc., etc. Donc je pense que pour l'heure, il faudrait que les gens comprennent que la diplomatie burkinabé est en train de se remettre en branle dans la sous-région, mais je pense qu'il faut qu'on soit tolérant parce qu'au-delà donc de ces images-là, il faudrait qu'on reste concentré sur l'essentiel, à savoir donc ce qui est en train de se mettre en branle sur le terrain pour que nous sortons du boulier. Merci Blaise Ketga. Alors, dernière question sur le sujet. Zanzé, vous êtes spécialiste aussi sécuritaire. Ce sommet sur l'initiative d'Accra remet également au goût du jour le débat sur le rappel ou pas des militaires, des soldats burkinabés engagés dans des missions onusiennes de paix. Aujourd'hui, faut-il les rappeler, ces soldats burkinabés à l'étranger? Très bien. Il n'y a pas très longtemps, moins de 2 mois, nous avons encore le bataillon Bédénia qui est parti pour le Mali dans le cadre de la mission onusienne. Voici qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de l'initiative d'Accra où on dit qu'il y aura 2000 soldats qui vont être basés effectivement à Tamale et que la partie renseignement va être ici. Est-ce que nous voulons demander à nos soldats de venir parce qu'effectivement, le Burkina Faso est dans l'urgence? Est-ce que nous voulons continuer à travailler avec ces pays-là, avec ces États, dans le cadre des missions onusiennes? Le Burkina n'a autre choix que de continuer. Rappeler ces soldats, ça veut dire que nous voulons désormais vivre dans l'autarcie. Passer le temps aussi à ne pas penser à nous-mêmes, ça veut dire qu'en réalité, on se soucie très peu de nous. Maintenant, lorsque on a la capacité et cette intelligence rapidement d'enlever le peu de Soumbala qui reste dans notre garde-manger pour apporter aux voisins. Ça ne veut pas dire qu'on en a suffisamment, mais c'est pour dire à cette personne-là que nous compatissons pour votre conditions de vie alimentaire, nous compatissons pour votre condition de vie sociale. Et toutefois, si notre case brûle un jour, ce voisin-là se doit de venir rapidement. Donc le Burkina Faso ne gagnerait pas à rappeler ces soldats. D'autant plus que ces soldats, même d'ailleurs en partant de plus en plus vers ces missions onusiennes, ce n'est vraisemblablement pas pour assurer la sécurisation ou la défense, parce que beaucoup de soldats partent là-bas dans l'espoir de construire, de prévoir leur retraite, de construire un mieux-être puisqu'ils gagnent un peu d'argent là-bas. Ça, c'est un fait qu'il faut le dire. Brûle, on ne peut pas mettre que ces questions pécuniaires devant. Mais justement, c'est ce que je vous dis. Il y a entre deux choses, il faut choisir. Entre deux mots, il faut choisir le moindre mal. Et ce n'est pas de l'équilibrisme. C'est pourquoi j'ai parlé tantôt des relations internationales et de cette diplomatie-là. Les relations internationales vous demandent, ça exige réellement une vie holistique, une vie d'ensemble de tout ce qui se passe chez vous. Ce n'est pas parce que vous voulez, vous avez chaud que tout de suite et maintenant, vous devrez vous accaparer de tout ce qui est pour vous là et vous laissez les enfants de vos frères ou de vos voisins. Non, c'est de ça que je vais parler en réalité. Le Burkina ne peut pas abandonner ses autres États et ne peut pas rompre systématiquement avec toutes ces choses. Mais c'est encore c'est l'ONU qui est là-bas encore déployée aujourd'hui, même si on va transiter peut-être d'un moment à un autre pour les ONG. Mais les Burkinabés se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que cette ONU fait pour nous? Parce qu'on est attaqué depuis 2017, depuis 2015. Qu'est-ce qu'elle fait pour nous? Les Burkinabés se posent cette question. Oui, c'est pourquoi moi je vous ai dit sur ce plateau, Razak, il nous appartient à nous de pouvoir dire à la masse, parfois qui n'a pas de clés de lecture réellement sur certaines situations. Vous savez, quand vous avez le mur mitoyen avec votre voisin, vous n'allez pas sauter tout de suite, rentrer dans sa cour parce que vous l'entendez se disputer avec sa femme. Vous attendez certainement à un moment donné qu'une situation vous permettent d'aller et de leur apporter secours. Sinon, si vous cherchez parce qu'ils sont en train de vociférer déjà, vous criez, vous sautez, vous rentrez par le mur ou bien par le portail, c'est comme si vous êtes en train de faire ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Et c'est ce que les Burkinabés ont le plus souvent sur les lèvres, non ingérence dans les affaires intérieures d'un pays. Et je vais vous rappeler en 2014, lorsque ces forces terroristes étaient en train d'avancer sur Bamako, quand on les a demandé de venir, la Barkhane est intervenue pour
effectivement endiguer cette intervention. Je suis d'accord avec les gens qui estiment que les forces étrangères ne nous apportent rien. Je suis de ceux-là. Mais en réalité, il faut que nous comprenions que ce n'est personne d'autre qui crée ce problème. Ce sont nos autorités. Point barre. Ce ne sont pas ces personnes-là. Je répète, ce sont nos autorités qui sont le problème, ce ne sont pas ces forces étrangères. Parce que ce sont des conventions, ce sont des contrats, ce sont des textes. Si moi je vois aujourd'hui que ça préciser nous clairement les termes du contrat. Les termes du contrat. Et pour qu'on puisse avancer. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, Razak, que si ça ne tient qu'au peuple burkinabé, alors la France était déjà partie. Parce que la masse est allée même jusqu'à la base française à Camouessin, mais cette population a été gazée. Qui les a gazés? Pourquoi on les a gazés? Il fallait donc laisser pour qu'on les charge. À Kaya, on en a vu. Qui a intervenu pour qu'ils puissent passer? C'est pourquoi je vous dis simplement, ce sont des réalités diplomatiques dans les relations internationales que la masse ne perçoit pas et que la masse veut qu'on dégage tout de suite et maintenant. Donc il faut communiquer très efficacement pour amener les populations à comprendre que s'il faut arriver, il faut aller doucement. Merci Zanzé, merci beaucoup. On va évoluer. Tout a commencé par une décision de Paris. Elle a suspendu donc de l'aide publique en destination du Mali. La réplique d'Assimi Goïta ne s'est pas fait attendre. Dans un communiqué, le gouvernement malien a interdit avec effet immédiat les activités des ONG financées par la France. Alors, c'est un pas de plus dans l'escalade entre Paris et Bamako. Oui, la décision de Bamako est logique. En diplomatie, ça s'appelle le principe de réciprocité. C'est aussi simple que ça. Paris a pris une décision contre, en tout cas, l'avis des autorités maliennes, selon ce que j'ai cru, selon ce que j'ai lu. Bamako estime qu'il s'agit d'une décision unilatérale, a décidé de répliquer. On peut l'apprécier, on peut voir la chose de façon, je dirais, selon que la bouteille soit à moitié vide ou à moitié pleine, mais une chose est sûre, c'est qu'entre les deux pays, comme vous l'avez si bien souligné, désormais, je pense que les ponts sont quasiment rompus. De toutes les façons, c'était prévisible à l'allure où allaient évidemment les choses. Le problème, c'est que là, on a franchi, selon moi, un cap, je dirais, majeur dans l'escalade, finalement, puisque en coupant, finalement, ces financements aux ONG, dont on connaît aussi l'implication sur le terrain, évidemment, par rapport à un certain nombre de projets, de programmes. Je suis allé plusieurs fois, évidemment, au Mali, et je peux dire que le Mali, qui a les mêmes réalités à peu près que le Burkina Faso aussi, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine aussi de la santé, évidemment. Le problème dans nos pays, c'est qu'à un moment donné, l'État s'est désengagé d'un certain nombre de secteurs, je dirais, stratégiques. Et la place a été occupée, évidemment, par ces ONG, évidemment, qui ont pris tellement de place dans la gouvernance qu'à un moment donné, ça devient difficile de s'en passer. Voilà, tout à fait. À un moment donné, lorsque ces ONG finalement se retirent, vous voyez que c'est un grand vide. C'est un grand vide qui est laissé, et c'est ce qui explique évidemment ce fait que à Bamako, certains critiquent en tout cas ne fait pas l'unanimité. Cette décision, parce que il y a évidemment de gros risques évidemment encourus par les populations. Tout dépend maintenant de la capacité évidemment des autorités de Bamako à pallier évidemment ce vide et ce manque à gagner. Et ce de là évidemment dépendra la suite évidemment des rapports entre les deux pays. Mais je pense qu'en prenant cette décision, Paris, de mon point de vue, a cherché manifestement en tout cas à taper là où ça fait probablement le plus mal, puisque les autorités françaises savent très bien qu'en suspendant cette aide finalement, elles ne font pas du tort finalement aux autorités, je dirais maliennes, mais plus évidemment aux populations qui sont directement bénéficiaires évidemment de ces projets et programmes. Et c'est là où manifestement je trouve qu'il y a quelque part aussi matière à débat sur cette manière, à mon avis, de rompre unilatéralement finalement ces projets et programmes. Regardez aussi ce qui se passe avec les Américains au Burkina. Dès les premières heures aussi, on suspend évidemment tel programme, tel projet, parce qu'à un moment donné, il y a une situation évidemment
il y a un coup d'État militaire, on prend une décision de façon unilatérale. Mais ce sont des programmes qui sont tributaires d'un certain nombre de valeurs, comme on l'a dit. Tout à fait. C'est pas nouveau, je pense que c'est assez connu. Merci beaucoup à Juvenal Somé. On va tenter d'avoir un autre téléspectateur au bout de téléphone. Monsieur Tiombiano, tu es avec nous. Bonjour, monsieur Tiombiano. Bonjour, monsieur Traoré, et bonjour le plateau. Bonjour. Allez-y pour votre contribution. Voilà, je viens aussi me prononcer sur l'initiative d'Accra. Allez-y. Voilà, moi je trouve que c'est une initiative quasiment biaisée. Vous vous rappelez la fois dernière, je vous ai dit, le départ de Barkhane ne change rien dans l'objectif de la France ou de l'Union européenne. Et j'ai aussi dit la fois dernière, je dis, dans toutes les crises, je n'ai jamais vu un état général de nos généraux pour se pencher sur la question. Je pense ici c'est le rôle de nos généraux, de nos chefs militaires, de prendre à bras le corps ce problème, initier des rencontres pour voir comment tous les pays peuvent mettre la main dans la pâte pour pouvoir lutter contre ce terrorisme. Voilà, donc moi je me dis que ça, on n'a pas besoin. Et tenez-vous bien qu'ici, l'initiative d'Accra, je pense que chaque pays doit contribuer quelque chose. Et du moment où nous, dans notre pays, on demande ici une contribution de la population pour pouvoir aider l'effort de guerre notamment, pour pouvoir aider les militaires et tout ça. Et dans ce sens encore, on dit que chaque pays doit contribuer pour l'initiative d'Accra. Vous ne voyez pas que dans ce sens, on risque de rouler à contre-courant? Donc moi je pense que compter sur nos forces endogènes là, c'est déjà une situation, c'est déjà une solution. Mobiliser les fonds pour aider nos forces de défense et de sécurité. Et on nous dit que la logistique, ça veut dire la partie cerveau doit siéger au Burkina et que la partie militaire, notamment en termes militaires, on parle de choses. L'équipe feu doit résider à Tamale. Mais entre nous, on n'a qu'à se dire la vérité. Tamale, par exemple, pour aller intervenir vers la frontière du Niger, ça fait combien de kilomètres? Et pendant que nous, au sein de notre pays, souvent pour aller intervenir dans les frontières, ça pose un problème. Moi, je pense que les généraux doivent se pencher sur cette situation. Faire un état pour dire qu'est-ce que nous, on peut faire. Est-ce que le Burkina, pour pouvoir faire un maillage du territoire, qu'est-ce que l'armée burkinabé doit faire? Et ainsi de suite, chaque pays. Sinon, aller dans des initiatives comme ça, pilotées par des Français, et une partie encore de Barkhane, là, franchement, moi, je ne suis pas d'avis. Au passage, je me demandais quelque chose aussi. Ils n'ont qu'à penser à ceux qui sont dans les détachements. Il y a dans certains détachements une mission de 3 à 4 mois. Ils sont à 7 mois aujourd'hui. De grâce, relevez-les parce que ça démoralise les troupes. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Tiombiano. Merci pour votre contribution. Alors, Moussa Sawadogo, je le disais tantôt, cette aide au développement au Mali venant de la France qui est désormais suspendue, c'est un coup dur pour tous ces acteurs de développement dans un contexte où le Mali totalise aujourd'hui 7 millions de personnes qui sont menacées par l'insécurité alimentaire. Oui, mais avant de se prononcer, il faut d'abord comprendre les faits. Comment ça se passe, comment ces pays-là interviennent dans nos pays au niveau de la coopération. En fait, il y a 2 piliers essentiels. Il y a un pilier où l'argent va à l'État à travers plusieurs mécanismes, soit un apport direct au budget ou à travers un certain nombre de projets, programmes, mais gérés par l'État. Et de l'autre côté, une part de l'argent va directement à ce qu'on appelle la société civile. Donc ça, c'est les ONG, parce que c'est une manière de commencer à financer des projets dans nos pays-là sans qu'il y ait une même mise de l'État là-dessus. Et on pense, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'argent qui va dans ces domaines-là, parce qu'on pense que c'est là où il y a le moins de corruption possible, il y a au moins de perdition possible. Donc, quand il y a... Et généralement, ces projets-là sont gérés par des ONG venant de l'Occident encore. Là encore, on peut encore discuter si on se rend compte que 80% de cet argent injecté dans les ONG repart en Europe. Donc on a 20% peut-être qui reste sur place ici, parce que ça part dans les salaires, dans le fait que quand il faut acheter des ordinateurs, des véhicules, il faut que ça vienne du pays donateur, etc. etc. Il y a des conditionnalités qui font que cet argent est reparti là où ça vient. Maintenant, quand il y a crise entre, par exemple, un État bailleur et un État bénéficiaire pour des questions politiques, comme avec le Mali, donc souvent, qu'est-ce qu'on fait? On coupe le financement direct qui va à l'État. Et on dit, il ne faut pas quand même punir la population. Donc, pour ne pas punir la population, on va continuer à financer ces ONG-là qui vont
mener les activités directement sur le terrain. Mais quand on voit la note du Mali, le Mali pense que cette manière de faire est une manière de porter atteinte à la dignité des Maliens, de dire on ne fait pas confiance au gouvernement malien, mais on va continuer quand même à passer par des ONG occidentales là, pour pouvoir toucher la population malienne. Donc ça va poser des problèmes. Et là, le Mali a dit non, si vous ne faites pas confiance, nous non plus, nous ne faisons pas confiance aux ONG occidentales pour mieux défendre les intérêts de nos populations que nous. Voici le problème. Donc à partir de ce moment, vous ne faites pas confiance, vous arrêtez, mais donc nous n'avons pas besoin de vous aussi parce que nous n'avons pas confiance. Et ça, ce qui se passe au Mali n'est pas nouveau. Rappelez-vous, dans les relations entre le Rwanda et la France, ça a été pire que ce qui s'est passé au Mali, parce qu'on est même allé jusqu'à rompre les relations diplomatiques. On est même allé jusqu'à changer de langue. Je me rappelle, je travaillais au Rwanda à ce moment. Nous avons eu 2 ans pour basculer du tout français au tout anglais. Merci, voilà. Moussa. Merci beaucoup. Un autre téléspectateur au téléphone, M. Anselme Ilboudo, nous appelle depuis Boromo. Bonjour, M. Ilboudo. Oui, bonjour, monsieur Razak Traoré. Allez-y pour votre contribution. Ouais. Je crois que sur le recrutement des VDP, il va falloir qu'on traite cette question avec plus vraiment de recul. Est-ce qu'on a fait le bilan du recrutement des VDP passé? Qu'attendons-nous des VDP et quelle sera la place des anciens VDP? À ce niveau, il faut savoir que les VDP qu'on veut recruter, c'est pour aller à la guerre, c'est pour aller à l'assaut, au combat. Il faut se dire la vérité. Mais une guerre se gagne avec des guerriers. Si vous voyez que jusqu'à présent, le Burkina Faso a des problèmes de gagner cette guerre, c'est parce qu'on ne met pas en valeur les guerriers. Aucune guerre n'a été gagnée sans les guerriers. Et un guerrier, c'est quelqu'un qui est bien formé, quelqu'un qui est bien armé. Et quelqu'un qui est psychologiquement prêt et apte. Il va falloir que les 60 000 francs qu'on veut proposer au VDP là, c'est aléatoire, c'est dérisoire, c'est pas bon, ça démotive. Il faut te dire la vérité. Les gens parlent de patriotisme au Burkina Faso. Moi, je crois que Thomas Sankara est parti avec son patriotisme. Il faut qu'on fasse très attention. On a vu l'histoire du Covid. Comment le cabinet de 200 francs est vendu à 1000 francs, à plus que ça. Comment un gel de 500 francs est vendu plus de 2000 francs à 3000 francs. L'augmentation tout de suite du carburant. Vous voyez comment les gens ont augmenté les choses au Burkina Faso. Donc, il faut savoir que non, nul n'est motivé en dehors de ses intérêts. Donc, il va falloir que, même le recrutement des VDP, on parle de 2 semaines de formation pour 21 jours. Il faut les former minimum 3 mois pour les donner les aptitudes. Et il faut les armer conséquemment comme les terroristes. Parce que les terroristes savent qu'ils vont recruter des VDP. Les terroristes ne font pas la différence entre un VDP et un militaire. Ils vont les combattre, ils vont les tendre des embuscades. Mais sur la question même du recrutement, on dit que vous avez dit que vous avez eu 90 000. Ça même, ça pose problème. Quand on voit ceux qui passent à rouler, on voit des vieux, des vieilles, des femmes qui sont là. Est-ce que les gens ont déjà vu la mort? Est-ce qu'ils ont déjà vu les militaires tomber sur une mine? Il faut recruter les gens qui sont aptes de guerriers. Sinon, en réalité, pour gagner une guerre, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité du nombre et la puissance de feu. Donc, il va falloir qu'on change à toutes ces questions. Et il va falloir que moi, je propose qu'on les traite comme le recrutement des PGN et des professeurs sous le régime de Roch. Le minimum, c'est 100 000 francs. Et en plus, il faut que ce soit direct. On demande leur numéro Orange Money ou Mobile Cash. Et à chaque fin du mois, on les envoie de l'argent directement. Parce qu'il faut pouvoir passer par d'autres personnes. C'est ça qui amène la corruption. On les envoie directement et ces gens vont aller au combat. Voilà. Donc, c'est ce que je propose. Merci, M. Ilboudo, pour votre contribution. Blaise Ketega, sur cette question de nouvelle escalade entre Bamako et Paris, pour terminer en 30 secondes vraiment. Oui, il faut se rappeler qu'en 90, après le discours de la Baule, il avait été dit qu'il n'y aura pas, désormais l'aide publique au développement sera conditionnée par la démocratie, surtout la démocratie libérale, qu'on nous a servi avec son lot de malheurs, son lot de malheurs dont on connaît, à savoir donc l'individualisme qu'on a érigé en système de valeurs à promouvoir. Je me rappelle que j'ai été privé de mon salaire dans une ONG pour avoir justement refusé de mener une enquête démographique où dans la variable sexe, on a mis féminin, masculin et autres. Et j'ai dit que non, il n'y a pas, au Burkina Faso, nous on connaît 2. Il n'y a pas de autres ici. Et ça m'a valu
rappelez-vous bien ma pécule, pour ne pas dire mon salaire, et j'ai été chassé en un mot. Et c'est le prix à payer d'ailleurs pour défendre des valeurs. Et Absolument. comme on le sait, le Mali est engagé dans un processus qui est assez clair et cohérent parce qu'elle a déterminé justement qui était à l'origine de son problème. À savoir qu'aujourd'hui, ils sont engagés dans une dynamique qui est celui en fait du respect du Mali. Ils ont posé 3 conditions pour traiter avec n'importe quel partenaire. À savoir le fait de respecter le peuple malien. Ensuite, de ne pas s'ingérer dans les affaires internes du Mali, ce qui est logique. Et au-delà, de permettre au Mali de choisir ses partenaires comme il souhaite. C'est les mêmes Européens, après avoir comploté avec un certain nombre de dirigeants corrompus qui ont des comptes dans des banques suisses, à la veille de leur disparition de ce bas monde, on les traite de dictateurs. On se rappelle, tous les bons enfants de cette coopération Afrique-Europe là, à la veille de leur disparition, ont été traités de dictateurs. On se rappelle Mobutu Sese Seko. Merci. Donc je vais dire que le Mali est engagé dans un processus et le fait, quand on regarde l'aide publique au développement, ce que ça représentait justement pour l'État malien, avec tout ce que le Mali a comme potentiel, c'est vrai que dans un premier temps, ils vont souffrir, mais c'est le prix à payer. Le sacrifice, pour moi, est le prix à payer pour atteindre une certaine souveraineté, une certaine autonomie dans les décisions au plus haut sommet de l'État. Merci beaucoup. Zanzé, pour terminer. Merci beaucoup. Vous savez, aujourd'hui, les populations sont de plus en plus tenaillées ou prises en otage par des leaders dans leur isolationnisme ou dans leur illusionnisme. Et c'est très dangereux. Je suis parfaitement d'accord qu'à un moment donné de la vie d'une nation, les grands hommes puissent se décider, mais qu'ils se décident dans l'action et non dans la réaction. Et ce que je déplore dans ce jeu, aux enjeux très très majeurs, c'est le fait que l'appareil d'État malien soit dans une dynamique de réaction. Et il a fallu que la France suspende l'aide au développement pour que les Maliens se ravissent qu'en fait, il y a des ONG qui ne sont pas dans une posture de légitimité ou de sainteté en termes de collaboration pour ensuite arrêter. Donc vous êtes dans une dynamique de réaction. Quoi qu'on dise, c'est bien, c'est juste, parce que c'est l'expression d'un ras-le-bol. Mais il ne faut pas saisir des situations pour exprimer votre ras-le-bol. Quand on est un leader éclairé, quand on est quelqu'un qui a de la vision, on doit savoir anticiper les choses. Il ne faut pas attendre qu'on vous suspende avant maintenant de réagir pour dire non, que nous ne voulons pas désormais des ONG qui agissent sur le terrain, parce que quelque part, vous finissez par vous-même dire que vous êtes capable effectivement de combler ce vide. Or, la nature ayant horreur du vide, si vous laissez, c'est dommage. Je termine pour dire simplement au Burkina Faso. Je suis allé jusqu'à Andamtenga, j'étais allé à Yirgou. Qu'est-ce que j'ai pu remarquer? C'est que dans ces confins du Burkina Faso, vous ne voyez pas le drapeau burkinabé nulle part ailleurs. Par contre, vous allez voir un peu partout des plaques, des pancartes très géants où vous allez voir le drapeau de l'Union européenne avec ses étoiles qui scintillent partout. C'est ça, c'est l'effet d'occupation du territoire. C'est pourquoi moi je parle de ce maillage. Il faut que les Burkinabés comprennent qu'on doit aller plus loin. Ce n'est pas le slogan, c'est la France, c'est l'Union européenne. Non, ce n'est pas ça. Soyons Razak, dites-les très régulièrement qu'il appartient à nos autorités là de se projeter dans le temps, dans l'avenir, 10, 15, 20, 50 ans, sinon des siècles, pour pouvoir nous construire une vie. Et au lieu de rester là, quand on les tape comme des ânes, c'est en ce moment maintenant qu'ils commencent à chuter la charrette. C'est pas intéressant. Merci beaucoup. Ça sera le mot de fin. On s'excuse auprès des téléspectateurs Oumar Touré depuis Bobo et Alexis Savadogo depuis Manga, qu'on a promis d'appeler, mais bon, le temps nous a vraiment fait défaut. Je rappelle donc que je recevais sur ce plateau Juvenal Sommet, il est journaliste et directeur de Africa Initiative Book and Culture. En face, Moussa Savadogo, il est consultant média. Il est consultant média, donc et enseignant dans les écoles de journalisme. À l'extrême droite, à Blaise Kentega, il est journaliste et directeur de Yam Info. Puis Lébouré Crépin Zanzé, spécialiste en communication et en sécurité. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous le dimanche prochain, Inch'Allah.